et ça devrait être mieux. Putain, désolé, Nico, hein. je, je suis encore un petit noob de Twitch. Et je suis avec une connexion un peu en carton. Ah, j'ai perdu Nico maintenant. Non, c'est bon, t'es là. Ça a coupé 2 secondes là. Ouais, ouais, mais ah voilà, là je crois qu'on est bon. En termes de qualité audio, son et image, ça devrait être beaucoup mieux. Vous me confirmez dans le chat, s'il vous plaît? Ah, c'est bon. Ouf, merci. Le gros petit stress de live. Hum, Là, c'est bon, tout le monde m'entend aussi? impec. Impec, on a plein de confirmes. Super. Ok, Merci à vous. cool. Ouais, désolé pour ce petit problème, hein, j'étais sur la connexion bancale du Wi-Fi au lieu d'être sur la 4G. J'ai fait un petit oubli. Donc, comme je vous disais, ce soir, on va parler d'art numérique, de NFT. Là, je vous montre, en attendant que tout le monde arrive un peu, euh, ma fameuse collection de NFT. Vous savez aussi mon goût sans limite pour les Delos. Et bah tiens, en attendant que tout le monde arrive, je vais peut-être vous raconter cette histoire-là parce qu'elle est marrante. Donc, ça, c'est une nouvelle Delo qui est rentrée dans ma collection. Et il s'est passé un petit truc intéressant avec cette Delo. Euh, c'est que, en fait, il y avait un ami à moi qui la possédait et il l'avait mise en vente sur Arribel. J'ai un petit retour son par contre, Nico. Euh, il l'avait mise en vente sur Arribel et il avait oublié aïe, il a oublié qu'il l'avait mise en vente, quoi. Et donc moi, bien sûr, j'ai vu la Delo, je lui ai dit, écoute, là, il me la faut, hein, il me la faut, c'est nécessaire. Et comment dire? Eh bien, il voulait pas la lâcher. Donc en fait, je l'ai tout simplement saisi, c'est-à-dire que il avait oublié qu'il l'avait mise en vente. Ben moi, je suis parti et je l'ai raflé. Sauf que, petit roublard qu'il est, lui, il a réussi à en rafler une autre de l'autre côté, qu'il a remise maintenant en vente à 30 éthers. Il annonce la couleur. Bref, il s'est Mais passé elle une était... petite guéguerre. c'était qui l'artiste de ça déjà? Ça me dit quelque Euh, chose. ouais, alors attends, je vais te montrer ça sur le Brave. C'est, comment il s'appelle? Dr. John. Oui, c'est ça, il est dans le Discord de Cryptomatrix, je crois. Ouais, il fait des trucs assez sympas d'ailleurs, hein. Faut aller voir un Ouais. peu son art. Moi, j'aime assez. Surtout, bon, là, la de l'eau, voilà, ça fait. Et donc, il y a eu toute une sorte de petite guéguerre entre nous pour essayer de choper la de l'eau, faire le stock, empiler les de l'eau. Et parce que moi, en fait, je voulais, comme d'hab, vous connaissez, mais j'aime bien arriver sur un NFT et en ramasser une bonne partie pour après pouvoir donner le reste. Euh, et donc, voilà, ça a donné une petite guéguerre assez marrante. Mais au final, il a donc réussi même à en ramasser deux, le roublard. Et franchement, il m'a bien brain, donc bravo à lui. C'est un Roumain que vous connaissez tous, le champion des airdrops. Comment dire? Mais oui, il va y avoir un petit plan assez cool sur ce NFT de toute manière, donc ça va. Tout est bien qui finit bien. Mais donc, rappel pour ceux qui ont déjà des NFT, quand vous mettez un truc en vente, il est en vente tant que vous ne l'avez pas enlevé de la vente. Ça peut être Ouais. mis en vente il y a 3 mois, ça peut être mis en vente il y a 6 mois. Et c'est marrant parce que le coup que je lui ai fait à lui, il m'est arrivé la même chose avec les NFT de Badger, où j'avais une belle collection des NFT de Badger et j'en avais mis un en vente et j'avais oublié, et j'en ai donné quelques-uns. Et en fait, il y a un gars qui avait repéré que dans mon wallet, j'avais la belle collection et j'allais taper, je pense, hein, une bonne partie de un bon bonus sur l'airdrop. Et du coup, ce petit roublard, il a fait quoi? Il m'a saisi le NFT. Et en fait, peut-être pour son besoin à lui, mais je pense aussi à côté, il m'a même bien dégommer mon multiplier sur la drop. Bref, donc j'ai pris ma leçon comme ça, moi, et après, j'ai fait gaffe. Bah, c'est le jeu, hein, faut faire attention. C'est Parce ça. qu'entre-temps, entre le moment où tu le mets en vente et tu sais pas ce que c'est, et 3 mois après où ça vaut 5 à 10 fois plus. C'est ça, ça peut être vite. Et puis en plus, il faut pas oublier que si vous le mettez en vente il y a 6 mois sur un Ether à 200, bon, avec un prix qui vous semblait honnête, ou autre, dans un sens ou dans l'autre, l'Ether il bouge. Donc voilà, il faut être conscient de tout ça. Mais on va vous en parler, on va revenir dessus. Mais voilà, maintenant qu'on commence à avoir un peu tout le monde, donc bonsoir à vous tous, ça fait plaisir de voir les habitués, Didi, ma culotte et toute la famille, Philippe bien Bonsoir sûr tout et le monde. Loco. Donc oui, on va peut-être commencer par ça, introduire notre autre de ce soir. C'est vrai que attends, j'ai même pas pris un petit lien. T'as un Rarible bien sûr, toi. Attends, je vais le mettre. Ouais, ouais. Je vais vous mettre Bon. donc son Rarible. Et pendant que je vous mets le Rarible de Black Sea, je te laisse peut-être t'introduire un peu et nous expliquer ce que tu fais dans les NFT. Euh, Euh, bah, en fait, moi, je suis arrivé dans le milieu de la crypto relativement tard, donc au mois de juillet 2020, donc ça fait vraiment pas longtemps.
Je me suis introduit là-dedans via le Discord de Cryptomatrix, justement, où j'ai rencontré un petit peu des gens sur place et j'ai découvert, moi, les NFT très tard, du coup, en octobre, mi-octobre. Et étant graphiste de formation, je me suis dit, bah, tiens, peut-être réussir à lier un petit peu ce que je sais faire au milieu de la crypto. Et du coup, bah, j'ai tenté en faisant un petit peu des premiers NFT sans vraiment savoir ce que je faisais. Et après, en faisant une collection un peu plus propre et en essayant d'avoir une ligne continue, quoi. Et du coup, j'ai fait un petit peu les crypto cards que pouvez peut-être voir à l'écran. Ouais, Là, j'ai fait un partenariat avec Realty, que vous devez sûrement connaître. Et après, des trucs un petit peu plus graphiques, qui sont pas forcément des cartes, mais où je me lâche un petit peu plus graphiquement, quoi. Et c'est du coup, top. c'est plus axé 3D. Je m'éclate plus à faire de la 3D là-dedans et je trouve ça assez fun. Là, actuellement, je fais quasiment enfin 80% de mon temps et même 90 est consacré exclusivement au NFT à l'heure actuelle. Ouais. Donc, je leur ai montré quelques œuvres sur l'écran. T'inquiète pas, ils ont vu un peu ce que ça donne. Ouais, j'ai le Et... retour sur mon téléphone, du coup. Allez, super, ok. Euh, donc, oui, Mais du coup, ouais, c'est un milieu très récent pour moi, quoi. mais c'est ça qui est cool aussi, justement, parce qu'en fait, je pense que t'es pas le seul, tu vois. C'est-à-dire que les NFT, bon, ça existe depuis un petit bout de temps, hein, pour ceux qui me lisent sur mon blog. Tiens, d'ailleurs, oui, je vais peut-être vous le mettre. Bon, pour après ou pour maintenant, ça dépend comme vous voulez. Comment dire? Euh, J'avais fait un article déjà en 2018, 2017, je crois. En fait, là, il est daté de 2018, mais il avait été publié un peu avant. Non, je crois que c'était quand même 2018, faut pas abuser. Euh, qui vous expliquait un peu les concepts de base par rapport à ça. Et comment dire? Donc en fait, l'idée des NFT, je vais monter un peu ton son, Nico. Apparemment, c'est faible, mais t'inquiète pas, je m'en occupe de mon côté. L'idée Yes. des NFT, comment dire? C'est donc de représenter des actifs non fongibles, comme ils s'appellent. Alors, ça peut être un peu vaste. Moi, j'expliquais dans cet article, j'aimais bien la correspondance que je faisais. C'était vraiment pour expliquer le concept plus de fongibilité, moi, enfin de non-fongibilité du coup. Et je vous parlais des Mm. fameuses cartes Pokémon, qui sont en fait, qui étaient un peu des NFT avant l'heure en fait, hein. Puisque Ouais, c'est ça. elles ont, moi ce que j'aimais bien avec l'exemple des cartes Pokémon, c'est qu'elles font bien comprendre l'idée euh, des collections, des catégories qui Mm. ont les mêmes types d'attributs, mais potentiellement en tout cas, et différentes valeurs sur ces attributs. Donc là, je vous ai le détail avec une carte Pokémon. En gros, c'est quoi? Ben, c'est un nom, des points de vie, un type, des attaques, des choses comme ça. Et en fait, tous les Pokémon ont un nom, des points de vue, des types, des attaques, mais en même temps, chacun a un jeu spécifique pour tous ces attributs. Et donc, Bah, c'est ce qu'ils ont fait un peu avec CryptoKitties, en fait, avec les différents attributs de couleurs tout à fait. et tout ça, quoi. Et un truc qui est très important à comprendre, c'est qu'il suffit pas d'un Pokémon feu à 150 HP pour que ça soit un Draco feu. Et ça aussi, je pense, ça vous explique bien le côté en tout cas les caractéristiques des non fongibles. Après, c'est vrai que maintenant, ça va un peu dans plein de directions différentes les NFT, et donc on va après avoir un peu introduit le concept, je pense, on va faire un petit tour des principaux types, cas d'utilisation des NFT, avec des plateformes et des services pertinents pour chaque. Mais avant ça, ouais, peut-être, en dehors de cette intro au niveau sur les NFT, je suppose que tu as des choses à rajouter à ce niveau-là, Maxime. Je sais pas si tu veux. Euh, Bah non, bah, encore une fois, moi je vu que je suis là depuis pas longtemps, en vrai, je découvre encore pas mal de choses encore même maintenant, hein. Tu vois, il y a des choses que je connaissais pas et que j'apprends encore au fur et à mesure. Et moi, je trouve que c'est vraiment un milieu qui est assez bah, limite infini en fait. On peut faire tellement de choses et c'est là que je trouve que le NFT a aussi une sacrée puissance et encore super sous-estimé quand on va pouvoir l'utiliser vraiment à sa pleine utilité. Je trouve que ça va être complètement dingue. Ouais. Et alors, c'est vrai, peut-être une précision utile, c'est que donc le concept des tokens non fongibles à un haut niveau, il peut être utilisé pour plein de choses. Pour ceux qui ont suivi l'émission Marathon Curve, par exemple, ils savent désormais que quand vous faites un cross asset swap sur Curve, ça implique un NFT dans l'histoire.
Mais Mm. là, on va plutôt se concentrer évidemment sur les NFT, disons, dans une démarche plus artistique ou communautaire. Ouais, c'est ça. Mais en soi, c'est une technologie, disons, fondamentale qui peut être utilisée de plein de façons différentes. Donc, Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont pas exploitées et qui le seront dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Parce que là, de plus en plus de monde commence à en entendre parler et je pense que c'est en train de prendre une ampleur totalement autre. Parce qu'en fait, même sur, je crois que sur BFM TV, ils ont parlé d'NFT récemment, je crois. France Il y a 24, en ouais, effet, il y a eu il y a eu de l'attention, disons, du grand public, et notamment au travers de ventes d'ampleur, disons, puisqu'il y a eu des NFT qui sont quand même partis. à Je des crois que prix complètement dérisoires. Ouais. complètement dérisoire, oui. Je crois que le fameux prix dérisoire record actuel, c'est 69 millions de dollars, pour vous donner une idée. Alors, en fait, C'est en pas mal, hein? réalité, plutôt 60 millions, et le reste, c'était des frais. Donc ça aussi, ça vous donne une idée de la plateforme qui l'a vendu. Voilà. Mais bon, après, c'était un truc organisé avec Christie's, qui est donc une maison d'enchères, même dans auction house, ouais, service d'enchères, quoi, même dans l'art classique, enfin, surtout dans l'art classique. Et c'était un peu Ouais. mettre leur premier pas dans les NFT, quoi. Et donc là-dessus, c'est très encourageant de voir que des institutions, disons, comme Christie's, soient déjà en train de regarder ce qui se passe à ce niveau-là. Donc juste avant qu'on rentre dans la petite balade, Nico, et là je pense que tu auras plein de choses à dire, Mm. peut-être quelque chose. Alors on nous signale aussi que BFM Business, sur BFM Business, comme tu disais, il y a eu Asher qui a parlé des cryptos, et des NFT peut-être aussi, non? Ou juste des cryptos? Non, c'est cette semaine, il y a eu un article sur BFM, sur les NFT et aussi par rapport à Elon Musk, je crois. Ah oui, c'est vrai il a teasé un truc, je sais pas quoi, un NFT, Ouais. bref. Tu vois, Oui, à partir du moment où Elon Musk commence à s'y intéresser, c'est là où le truc bah, du coup, beaucoup plus de monde va s'y intéresser, tu vois, c'est ça un peu risque de le, remettre du monde, dès- oui. ouais, parce que dès que lui commence à parler quelque chose, il y a tout le monde qui s'excite. En effet. Et je pense que du coup, même à côté, tu vois, moi, je suis prof dans une école de design et même les élèves qui s'y connaissent pas du tout en ça, encore aujourd'hui, m'ont dit, ah oui, bah, mon copain m'en a parlé récemment. Tu vois. Non, Et je suis pas sûr. c'est là où ça commence à Pardon. Vas-y, ouais. s'étendre de plus. Ouais, je suis pas sûr pour Asher pour les NFT, pardon, j'ai peut-être confondu. Je Juste, crois que c'était le journal du coin qui avait fait une vidéo. Enfin, tout le monde en a un peu parlé, même les gars crypto bien général qui sont pas trop à suivre ce qui se passe, quoi, et voire même ouais. le mainstream. Julien Crip, très bonne question par rapport au stockage des médias relatifs aux NFT. T'inquiète pas, on a prévu ça. On va d'abord dérouler un peu quelques concepts et quelques cas d'utilisation et on viendra après à cette question-là, qui est une question essentielle en effet. Euh, donc peut-être juste avant de continuer, je vais peut-être pas vous refaire toute la danse sur la transparence, le fait que c'est potentiellement inarrêtable et tout ça. Mais voilà, il faut se rendre compte que, a priori, et je veux dire a priori parce qu'en effet Julien soulève un point intéressant par rapport aux médias, mais a priori ces NFT sont construits sur des blockchains plus ou moins décentralisées, mais la plupart sur Ethereum. Et donc, ils héritent des propriétés pertinentes qu'il y a sur cette blockchain. Et notamment aussi, comme on va le voir, puisque pour commencer la balade, j'ai choisi de vous parler un peu des endroits où s'échangent les NFT. Eh bien, c'est des tokens qui peuvent donc facilement s'envoyer, s'échanger, se vendre, faire des enchères et ainsi de suite. Et on va peut-être commencer par là. Et après, on va aller tranquillement voir un peu les différents types d'art qui sont faits avec, et notamment l'art génératif qui, moi, me fascine. Quelqu'un a mentionné dans le chat les punks, les crypto-punks, c'est en effet un très bon exemple. Et Ouais. on va voir un peu aussi après les d'autres types de NFT. Il y en a qui se farment avec des tokens qui ne s'achètent pas. Et après, il y a des trucs plus communautaires. Il y a même maintenant des NFT qu'on dit layered, c'est-à-dire ça va être plusieurs couches en fait qui s'assemblent pour créer une autre œuvre. En fait, il faut partir du principe que c'est de. Moi, je pense que comme la DeFi c'est de l'argent programmable, et ben là c'est de l'art programmable. Et donc vous pouvez faire tout un tas de trucs fabuleux avec, puisque ça ouvre un monde de possibles, le fait Et d'avoir cette dimension-là. et- et j'ai aussi vu, alors je sais plus où, il existe des NFT qui évoluent aussi en fonction de l'heure de la journée. Et je sais plus où j'avais vu ça, sur quelle plateforme c'était.
Ouais, après, il y a même des trucs comme les Kochi ou autres qui sont des NFT composables modulables, quoi, disons, où en fait, ils sont basés sur un collatéral DeFi ou autre, mais après, au-delà de ça, vous pouvez leur mettre des accessoires, des trucs. Donc voilà, on commence vraiment à peine à explorer la surface. On va essayer surtout de, un peu comme la première émission que je vous ai faite de finance décentralisée, là, le but, c'est de vous donner un peu un tour d'horizon qui fera une sorte de bon sommaire pour après faire des émissions, disons, un peu plus ciblées, où on va vraiment creuser, ah ok, ces trucs programmables, ces trucs art génératif, ça ressemble à quoi, comment ça marche, et ainsi de suite. Ouais. Donc peut-être pour commencer, et ça, tu vas pouvoir nous donner beaucoup d'infos là-dessus, je pense. Comme vous le voyez là sur l'écran, je vous montre Rarible. Donc bon, j'ai fait les choix de quelques plateformes. Venez pas, voilà, c'est un peu arbitraire, disons, mais c'est quand même assez logique. Hein, c'est des trucs assez connus, assez visibles. Donc Rarible, là je vous montre la page principale. C'est en fait un service pour acheter et vendre des NFT, aussi simple que ça. Donc vous pouvez voir la différentes œuvres. On va prendre par exemple le plus grand vendeur d'aujourd'hui. Lui, il a vendu pour 60 Ethers d'NFT aujourd'hui. Donc a priori, il doit faire des choses intéressantes. Pas forcément en fait, Ouais, on va voir. Donc là, il a pas grand-chose en fait. C'est un peu... Je me demande d'où il sort ses 60 Ethers de vente. Ah, peut-être des choses comme ça. Euh, Mais des fois, je comprends pas ouais, d'où ça sort en fait. alors, Ça je sais m'intrigue. pas. Oui, non, c'est vrai que parfois c'est un peu dur à analyser. Alors là, j'essaie de voir, mais ça ne cherche pas. Ou alors on n'en a pas. Create. Si, c'est bon. D'accord. Donc là, il nous fait des roses. Bon. Des roses. Des white roses. Ok. Bah, parfois, des donuts, ok. Bon, bah, parfois ça laisse un peu perplexe les NFT aussi, hein, mais Ouais, bah, j'avoue que là, par exemple, récemment, il y a un mec qui m'a contacté sur Twitter et en fait qui a mis en vente toutes ses données personnelles. En fait, il s'est mis en vente lui-même aïe, à un montant complètement dérisoire. Et c'est passé sur un magazine crypto assez connu US, je sais plus le nom. J'ai retrouvé ça. Et il m'envoie ça comme message et il me dit voilà, c'est ma démarche artistique. Bon, après, pourquoi pas en soi, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, voilà. Mais après, je trouve ça assez étrange, mine de rien. Et en plus, ils vendaient ça à une fortune et c'était pour financer les études de ses filles, je crois, un truc comme ça. ouais, alors après, comme toute innovation, il y a un peu de tout qui peut être fait avec, hein. Parfois, il y a des choses qui, comme je vous disais, vous laissent perplexe, voire peuvent effrayer, hein. Et Ouais, ouais, bah, complètement. voilà, après, c'est aussi, il faut se rendre compte qu'on est dans une phase assez tôt, euh, et donc, euh, bah, ça va un peu dans tous les sens, voilà, ça va un peu essaimer, disons, avant de se reconcentrer sur des choses un peu plus pertinentes, probablement. Donc là, je vous Ouais. montre par exemple, moi, un artiste que j'aime beaucoup, bien sûr en dehors de Nico et des Français, qui est un gars qui s'appelle Man with No Name, et qui est notamment le créateur de la fameuse DeLorean, que les vrais, ceux qui ont contribué à la chaîne, qui sont vraiment chauds dans le chat, peuvent gagner. Donc voilà, il fait différents types d'ups, ça vous donne un peu une idée. Et peut-être juste aussi pour... ouais, tu veux leur parler un peu du système de bid, de Bino et tout ça parce que ça, je pense aussi, ça fait Système, un peu... Ça fait système partie de de quoi? l'histoire. J'ai pas compris. Ah bah, comment ça marche en fait concrètement pour acheter une œuvre sur Rarible et quelles sont les différentes options pour faire une offre, des choses comme ça. Ben, en fait, sur Rarible, le site a quand même pas mal évolué depuis que je suis dessus en octobre. C'est un peu plus clean. Avant, il y avait zéro catégorie. C'était un peu le foutoir et on savait pas trop quoi chercher. Maintenant, on peut quand même classifier par type. Et en gros, concrètement, c'est soit on peut acheter à un prix qui est défini par l'artiste ou le collectionneur qui revend. Et il est aussi possible du coup de placer un NFT aux enchères. Et du coup, la personne définit un prix. Il dit, bah tiens, moi j'aimerais bien l'acheter. Il n'est pas en vente. Ou il est en vente, mais j'aimerais l'avoir à un prix plus bas. Ou il n'est pas en vente et j'aimerais l'avoir Voire à même un dans un Ether, autre 2 Ethers. token, hein. C'est-à-dire que le gars, il peut le vendre à zéro un Oui. Ether qui fait 200 $ aujourd'hui, mais vous avez que des DAI et vous lui dites, tiens, écoute, moi je te fais une offre à 200 DAI. Bah, ce qui est arrivé, par exemple, c'est un exemple tout bête. J'avais un de mes tout premiers NFT, mais bon, c'était des trucs que je faisais un peu pour tester. Et il y a quelqu'un qui m'a mis une offre dessus c'était vraiment un NFT un peu pourri, hein, c'était vraiment un truc de test, quoi, vraiment.
Et le mec, il me l'avait mis aux enchères et il voulait me l'acheter en rari. Sauf qu'à l'époque, le rari, ça valait pas grand-chose. Et sauf que maintenant, récemment, le rari, il a un peu bumpé. Il était à 30, 40 dollars là, genre en ce moment. Et sauf qu'il a mis une offre en rari, genre 10 rari ou un peu plus. Bah, du coup, j'ai accepté parce que le rari, il a oublié de l'enlever l'offre qu'il avait posée. Et sauf qu'à ce moment-là, bah, du coup, le rari, il valait beaucoup plus quand je l'ai accepté. Oui, aussi, ça Donc, peut, il faut faire gaffe aussi, quoi. c'est vrai que ça peut varier assez vite, quoi. Mais oui, c'est peut-être une chose à mentionner aussi, que moi je trouve que c'est assez honnête dans la manière de faire, c'est que donc la plateforme Rari a un token de gouvernance et qui va servir à d'autres choses, bien sûr. Et Mm. à l'heure d'aujourd'hui, il est distribué en fait aux gens Bah, tous qui les lundis, achètent ouais. et vendent sur Rarible, aussi simple que ça. Donc c'est aussi Ouais. une manière assez transparente, assez claire de distribuer leur token aux gens qui sont réellement impliqués dans la plateforme, puisqu'ils l'utilisent pour l'obtenir. C'est un Mm. peu la version NFT de farmer ton token sur une plateforme DeFi, quoi. C'est ça. Après, ce que je trouve aussi intéressant sur Rarible et sur les d'autres plateformes, c'est qu'on peut définir des royalties sur une créa qu'on va faire, Oui, bien ou on vu. peut définir un montant, je sais pas s'il y a un montant minimum, mais en gros, tu définis par exemple 10% de royalties et pour chaque revente, il y aura bah, à vie, en fait, parce que du coup, c'est écrit dans la blockchain. Pour chaque revente qu'il y aura à vie, bah, le créateur touchera chaque fois 10% des reventes. C'est-à-dire que si dans 10 ans, un de mes NFT est revendu bah, 10 Ethers, par exemple, bah, du coup, moi, de mon côté, je reçois automatiquement sur mon wallet 10% de 10 Ethers. Et ça, c'est vrai que tu touches un point important, puisque ce système de royalty, ça permet d'envisager une manière un peu différente de distribuer son art, puisque Ouais. vous pouvez le vendre à un bas prix initial, avec une stratégie qui va plutôt être sur l'idée des reventes et des choses comme ça. Donc encore une fois, c'est toute la dimension programmable qui ouvre un monde de possibles, quoi. Et ce qui Alors, est aussi intéressant, pardon. c'est que du coup, ce côté royalties montre aussi, ça fait qu'on peut toujours savoir qui est le créateur initial de cette œuvre-là. Et c'est là qu'il reprend tout le principe aussi du NFT. C'est que on sait bah, du coup qui est l'origine, enfin, qui est origine ce NFT en fait. Oui, mais voilà. Là, je vous montre un autre type d'œuvre. Celle-là, elle m'a bien fait rire parce que ça adresse un peu aussi ce qu'on va discuter ce soir. Euh, voilà. Donc, peut-être une autre chose aussi qui est importante, c'est, alors attendez, je vais prendre une œuvre un peu plus intéressante pour vous montrer ça. Euh, c'est que, donc, encore une fois, tout ça, ça est lié sur la blockchain. Et notamment, Rari vous permet facilement de voir bah, qui possède quel NFT. Et donc là, je vous parlais de la petite guéguerre qu'il y a eu sur ce NFT en début d'émission. Et vous pouvez le voir dans l'historique, en fait, hein, tout simplement. Euh, où, bon, il y a eu les premières éditions créées il y a 20 semaines, donc un petit bout de temps. Il ne s'est pas passé grand-chose, il y a eu quelques achats et des choses comme ça. Mais en fait, hier, ça s'est réveillé. Donc là, vous pouvez voir. Moi, en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que je lui ai saisi son NFT à lui avant d'acheter les autres qui étaient dispo. Et donc, c'est comme ça, après que lui, il a pu Didi a pu donc faire une compétition. Et en fait, il a réussi à gagner le game. Donc, bravo Didi. Euh, Enfin, gagner, c'était pas vraiment gagner ou perdre, mais il a réussi à en choper deux. Euh, donc voilà, mais ça vous montre un peu aussi toute cette dimension-là qui est importante, qui est donc le côté, bah, tout ça c'est transparent, c'est on-chain, et donc vous pouvez savoir concrètement toute l'histoire de l'œuvre. Et C'est ça ça, qui est c'est intéressant, ouais. voilà. Et c'est un truc moi qui me fascine aussi parce que si vous voulez une de mes thèses, moi je suis encore un peu euh, je suis encore un peu, comment dire, d'un point de vue artistique, bon, voilà, je vais au musée ou tout ça de temps en temps, mais je suis pas non, j'ai pas une énorme culture artistique du point de vue, enfin littéraire, oui, mais pas trop, voilà, les œuvres d'art, la création visuelle et tout ça. Euh, mais j'ai une sorte de petite thèse, si vous voulez, que j'aimerais bien confirmer tout au long de ces émissions NFT avec les discussions avec les différentes personnes. C'est que, pour la mettre simplement, je le dirais comme ça. Moi, je pense que l'histoire d'une œuvre, contribue à au moins un tiers, si ce n'est pas la moitié, de son prix sur le marché à terme. Et une chose qui est fabuleuse avec ces NFT, c'est que pour la première fois au monde, l'histoire de l'œuvre est en quelque sorte inclue dans l'œuvre, ou en tout cas vous pouvez la vérifier par vous-même à tout moment avec des outils simples. Et là, Mm. c'est essentiel comme différence. Parce qu'il faut se rendre compte que dans l'art classique, par exemple, l'histoire de la Joconde, vous la connaissez, parce qu'il y a des tierces personnes qui vous la reporte. Parce que c'est une œuvre célèbre et ainsi de suite. Mais déjà, vous faites confiance à des tiers pour son histoire.
Mais maintenant, l'histoire du petit tableau de votre artiste du coin, qui a peut-être changé de main 5 fois, il n'y a personne qui va la raconter, cette histoire-là. Et bien là, Ouais. toutes les œuvres ont le droit à le même niveau de trace, disons, qui est absolu et total. Vous avez la liste de tous les propriétaires, tous les changements de main, à quel prix, quand, combien d'unités, et ainsi de suite. Euh, Et un réel suivi, quoi. c'est ça. Alors, une question, merci, ouais, désolé, j'ai un peu zappé. En effet, tu payes des frais en gaz quand tu soumets une offre, ou quand tu Oui. achètes immédiatement une offre qui est disponible. Mais après, du coup, les NFT te sont livrés directement. Donc, on va le voir après sur d'autres plateformes. Il y a des plateformes où tu vas devoir, j'ai oublié de couper ça, tu vas devoir claim ton NFT après l'avoir obtenu. Donc, Après, des fois, faut faire attention aussi aux offres. C'est que moi, la dernière fois, on m'a fait une offre pour un NFT. Et en fait, il y avait plus de frais de gaz que ce que je recevais derrière, quoi. ouais, ouais, c'est vrai que parfois ça peut être un peu prohibitif, surtout pour des œuvres pricées à quelques dollars, où, Ouais, c'est ça. où ça peut, comment dire, ça peut un peu évoluer. Donc voilà, là je vous montre quelques autres trucs tant qu'à faire. Celle-là, elle est marrante. Euh, Il y a le fameux Space Boola qui a été gagné par Manu pour sa fabuleuse première histoire sur la Sci-Fi DeFi. Là, vous avez des petits personnages. Par exemple, j'aime bien celui-là, le Monero, ou des choses comme ça. Ça, c'est un autre artiste français, c'est Arke. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses. Là, j'ai quelques autres Arke qui nous avaient fait, par exemple, on va y venir après. Mais il y a aussi une dimension très communautaire dans les NFT. Et donc là, c'était un NFT qui était fait pour le lancement du Daily Way français. Coucou à John, au passage, si tu le regardes. Euh, voilà, ça, c'est un peu pour évoquer tout ce qu'on peut faire avec. Mais on va y revenir tranquillement. Donc je sais pas, pour Rarible, ça me semble pas mal parce qu'on a quand même pas mal de choses à couvrir, à moins que tu veuilles rajouter. Tu penses qu'on a raté un truc Non, après, moi, c'est pas en soi, une fois que tu as mis un peu le nez dedans, c'est pas méga complexe, hein. Il y a encore, je pense, quelques optimisations à faire sur le site, mais globalement, je pense qu'on a fait un petit peu près le tour. super. Alors, moi j'aime bien me décrire comme ça à l'extérieur. Là, je vais vous présenter deux plateformes pour échanger des NFT. Il y a OpenSea, il y a SuperRare, il y en a plein d'autres. Mais voilà, on essaie de garder le truc un peu digeste. Donc, on a oublié peut-être une chose essentielle. Il faut comprendre donc que les NFT, ils peuvent être, et c'est aussi une des grandes nouveautés par rapport à de l'art traditionnel, disons, c'est que en soi, il n'y a rien qui vous dit qu'une pièce devrait être qu'unique. Un NFT, il est défini avec un nombre d'unités quand le créateur le crée, qui peut être autant qu'il le veut. Donc vous voyez par Mm. exemple les DeLorean que vous gagnez. D'ailleurs, je vais me calmer parce que comme vous pouvez en voir, j'en ai plus que 14. Le garage se vide à une vitesse impressionnante. Et, comment dire. Et donc là, vous pouvez voir que celle-là, bon, comme c'était pour 88 miles per hour le service, ils avaient décidé de faire, la radio en tout cas, ils avaient décidé de faire 88 NFT vendus à 88 DAI l'unité. Voilà, c'est une possibilité. Il y a des NFT qui sont un sur un, il y en a qui sont, il y en a des millions. Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez avec. Euh, donc mais c'est quand même important de le comprendre. Ça permet une logique de plusieurs exemplaires. Donc voilà, par exemple, ce fameux NFT, Infinite NFT Morons, là c'est 125 unités, donc c'est un plus gros supply. Euh, vous pouvez voir aussi de la spéculation, hein, parce que par exemple, euh, là, il y a un gars qui en a ramassé 32 pour essayer de les vendre à 0,25 Ether pièce, sachant que ça se vendait des miettes initialement, quoi. Donc, Ouais. faut pas être comment dire, naïf non plus, hein. C'est une nouvelle industrie, une nouvelle tendance. Bien sûr qu'il va y avoir des gars qui vont essayer de manger plus que leur part du gâteau, disons. Donc, oui, j'aime bien cette métaphore pour vous expliquer un peu les différentes plateformes. Donc, on a parlé de Rarible là, et Rarible, je le décris un peu comme le Etsy des NFT. C'est-à-dire que c'est plutôt pour les petits créateurs, c'est fait pour qu'ils puissent se lancer facilement, qu'ils puissent commencer à vendre. C'est comment dire, assez bien fichu. Je dis petits créateurs, il y a des gars qui vendent 50 Ethers par jour de NFT sur Rarible, hein. Mais voilà, c'est un peu l'idée de c'est accessible, quoi, disons. C'est très accessible, autant pour les utilisateurs acheteurs que vendeurs, et c'est bien structuré pour faire en sorte que vous soyez découverts, et ainsi de suite. Là, je vous montre un autre service qui s'appelle Foundation. Donc, ah oui, c'est vrai qu'on ne vous met pas les URL, pardon, ça c'est ma faute. N'hésitez pas dans le chat à les mettre, hein. Je vous mets Foundation. Donc, Foundation, là, c'est une logique un peu différente, puisqu'on est sur des pièces uniques, systématiquement uniques.
Donc c'est toujours une unité. Et j'ai pas tous les détails, mais il filtre un peu plus les artistes. Il y a quelques conditions pour pouvoir Bah, déjà, on publier peut ces... que y rentrer par invitation. Ah d'accord, voilà. Bon bah super, tu connais ça avec moi. Parce que moi j'ai beaucoup utilisé en tant que acheteur, mais, enfin beaucoup. J'ai testé en tant qu'acheteur, euh, mais ça existe. Alors, petite question intéressante. Tu les stockes sur le site où tu les achètes ou ça peut se transférer sur un wallet? Mais non, bien sûr, tu les achètes directement depuis ton wallet en fait, hein. Le site ne sert que d'intermédiaire. C'est-à-dire que une fois que tu as fait la Bah, transaction, tu reçois le NFT dans ton wallet et tu peux le transférer à n'importe qui, tu peux l'envoyer sur une autre adresse ou ainsi de suite. en fait, quand tu te connectes sur n'importe quel site, d'ailleurs, n'importe quel marketplace, tu te connectes avec ton MetaMask pour être, en fait, ton compte Rarible ou ton compte OpenSea. Et en fait, t'as pas besoin de taper un login et un mot de passe, c'est directement ton MetaMask. Et du coup, tu reçois tout directement dans ton wallet Ether. Super. Ouais. C'est vrai que tu vois, ces genres de questions, c'est bien que vous la posiez parce que nous, voilà, on a la tête dans le guidon et on oublie de préciser des trucs Ouais. aussi, j'allais dire évidents, mais en fait, c'est pas évident du tout, mais aussi essentiel que ça. Donc ouais, bien vu pour ta question. Donc là, je vous montre Bon. un peu Foundation. Et Foundation, c'est vraiment plus une logique. C'est fait pour faire des enchères, quoi. Il faut le prendre comme ça. Donc, il y a un système où, en fait, la personne va mettre une œuvre en vente avec un fameux, euh, donc un prix initial. Et parfois, il y a aussi ce qu'ils appellent un reserve price. Reserve price, comme son nom l'indique, le prix de réserve. Ça veut dire que si le prix n'est pas atteint, eh bien, il n'y a pas de, la vente n'a Pas de pas lieu. vente. Mm. Voilà. Et donc, bah, attendez, là aussi, je peux faire ma petite pub tant qu'à faire. Parce que comme ça, je vais vous montrer un peu, je vais vous raconter une histoire marrante. Euh, donc ça, c'est moi sur Foundation. Et comment dire? Donc oui, il y a une logique d'enchère. Mais ce qu'il faut savoir, c'est donc à partir du moment, il y a un artiste qui met une œuvre en vente, donc, et il va dire par exemple, voilà, ça c'est cette pièce-là, il décrit un peu la pièce, et elle commence à 0,3 hectares, potentiellement avec un prix de réserve, donc s'il le souhaite, mais ce n'est pas obligatoire. Et, euh, et à partir de là, l'œuvre est là. Et en fait, rien ne se passe tant que personne n'a fait la première enchère dessus. Et tout commence à la première enchère. Donc, je vais vous prendre l'historique d'une œuvre, ça sera beaucoup plus clair. Ce fameux Daft Punk où je me suis battu. Non, celui-là, je me suis pas trop battu. Non, non, c'était pas celui-là, c'était celui-là. Celui-là, je me suis bien battu pour l'avoir. Euh, et donc, en fait, comme vous pouvez le voir, sacré bidding war. Donc, en fait, tout commence avec la première enchère. Et à partir de là, ça lance un countdown, ah, un décompte Ouais, voilà. de 24 heures qui se lance donc et tout le monde peut faire une autre offre. Donc là, vous voyez, l'artiste ici a listé la pièce. Donc l'artiste c'est Canada 69. Et après, environ une heure après, il y avait déjà une première offre par MK, M8LR. Bon, on va pas lire tous les noms, mais vous comprenez la logique. Voilà, donc là, ça veut dire qu'à partir de 9 heures, c'est les heures dans leur time zone, hein. Donc, les heures, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on s'en fiche. Donc à partir de là, euh, vous voyez bien que donc le mécanisme se lance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque enchère a un minimum. Un- un- vous ne pouvez pas juste arriver et dire, OK, moi je donne 0,00001 Ether de plus que le cas d'avant. Comme vous pouvez le voir, là, à chaque fois, ça fait des petits sauts d'incrément assez importants. C'est environ, je crois, 10%, il me semble, le minimum entre deux incréments. Et donc, ce qui est important à comprendre aussi, c'est que vous pouvez voir que là, la vente, en fait, bon, c'est pas très clair avec ces horaires américaines, je sais plus où ils sont exactement, mais en fait, la vente a duré plus de 24 heures sur celle-là. Pourquoi? Parce que il y a un mécanisme pour un peu éviter le problème d'eBay. Vous savez, eBay où les gars attendent la dernière minute et hop, ils ramassent la pièce avec une petite enchère à la sauvage. Et bien là, ils ont un mécanisme justement où dans les 15 dernières minutes de l'enchère, toute offre remet un compteur de 15 minutes. Ça rajoute pas 15 minutes au compteur, ça juste voilà, mettons qu'il reste 12 minutes sur l'œuvre, sur l'enchère, vous faites une offre, elle met peut-être 2-3 minutes à se faire valider. Une fois que c'est validé, clap, on revient à 15 minutes restantes sur l'enchère. Et ce, tant Ouais, qu'il y a des enchères qui viennent. c'est pour faire un peu FOMO les gens et donner envie de pousser l'enchère le plus haut possible, quoi. Il y a de ça, et puis il y a aussi le côté d'éviter un peu que ce soit une logique du celui qui dégaine le plus vite et le plus malin à faire passer une TX de bourrin à la dernière minute Ouais, c'est pour ça, ouais. avoir le truc, quoi. Donc c'est ça aussi. Euh, Et donc, sur celle-là, vous pouvez voir que, en fait, je me suis battu, et c'est ça qui est génial, ça vous montre aussi un peu la transparence de tout ça. Je me suis battu avec un Américain,
qui voulait ramasser ce Daft Punk. Il est fou, hein. Et donc, Daft Punk, ça appartient aux Français, bien sûr. Surtout une belle pièce comme ça, qui vient d'une exposition à San Francisco. Bon, je vais pas vous faire tout l'historique. Mais voilà, on s'est bien battu, comme vous pouvez le voir. Il y avait d'autres gars impliqués au début. Ils se sont vite fait purge out, ou ils ont perdu leur intérêt. Mais après, lui et moi, voilà, lui, il a placé 3 ou 4 bids, et moi, j'ai dû en faire 4 ou 5. Donc voilà, il m'a fait monter, il est content. Mais ce qui est cool, c'est que ben, voilà, vous voyez là, je suis donc sur l'historique de l'œuvre. Je vais le refaire un peu en commentant. Donc je suis sur l'historique de l'œuvre. Et là, on peut voir que ce gars, il s'appelle Threadkill Art. Ok, on peut voir sa page. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, on peut voir que c'est aussi un artiste, lui, apparemment. Et on peut même voir son Twitter et savoir un peu qui il est. Et c'est comme ça que je sais que c'était un Américain qui est à Dallas, crypto-artiste et tout ça. Et on a même discuté après. Du coup, je l'ai contacté. Je lui ai dit, ouais, on s'est bien battu. Voilà, c'était sympa, mais désolé, je pouvais pas laisser un Daft Punk à un Américain. Il a rigolé. On a papoté de messages et voilà, c'est parti. Mais voilà, il y a un côté aussi assez marrant avec tout ça. Donc, pour devenir artiste sur Foundation, Nico le disait, il faut être Apparemment, validé par quelqu'un, invité. apparemment, Vas-y. faut demander une invitation, ouais, ou faut être invité par quelqu'un. Après, j'ai pas cherché pour l'instant, mais j'ai vu ça récemment. Non, mais tout à fait. Faut qu'un artiste existant, en fait, invite un autre. Et du C'est ça. coup, au bout d'un moment, je pense que les invitations sont stoppées pour éviter trop de masse, en fait, sur le site. Et pour éviter un peu Rarible, où t'as tout le monde qui vient dessus, et voilà, quoi. Mais en Enfin, effet, ouais. un peu entonnoir, quoi. Comme vous pouvez le voir là, donc Sweat Kill Art, le gars avec qui on s'est battu aux enchères, lui aussi il est artiste, et vous pouvez voir ici qu'il a été invité par Chris Wethart. Euh, c'est pas cliquable ça, étonnamment. Si, ou ça marche pas, je sais pas. Mais bref, donc en gros, ah si voilà. Chris Wethart, c'est cette personne qui fait aussi des NFT, et qui a invité le gars contre qui j'ai bid, et elle-même invitée par une autre personne, elle-même invitée par une autre personne, elle-même invitée par une autre personne. Ah, et là on arrive à l'origine de tout, après 3 ou 4 clics, qui est un artiste qui n'a pas encore fait d'œuvre avant sur Foundation. Voilà, ça vous donne un peu une idée du mécanisme. Et peut-être juste une dernière touche qu'on n'a pas trop abordée autant sur Rarible que sur Foundation. Vous voyez ces boutons follow là. Bon, je ne vais pas vous les connecter, mais ça permet. Il y a aussi toute une logique sociale qui vous permet de, de suivre un peu les artistes. Comme ça, vous savez quand il y a des nouvelles œuvres ou des choses comme ça. Donc voilà, ça je pense que c'est pas mal pour le côté, c'est bien sûr pas exhaustif, on va en reparler, on va avoir plein d'émissions, vous en faites pas, mais pour le Il y a côté plein d'autres, il y a surtout plein d'autres marketplaces, mais après, bien sûr. faire le tour là, ça n'a pas vraiment de sens. Le but étant plus d'expliquer le fonctionnement et de voir un petit peu comment ça se passe. Mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus des marketplaces qui existent. Et après, les plus gros restent là, ou il y a encore super rare ou marketplace qui sont pas mal aussi. Mais c'est vrai que Rarible est quand même pas mal dans le game, je trouve, avec ça. Ouais, ouais, ils sont, bon, voilà, après, voilà, il y a plein de plateformes, elles ont toutes un peu des angles différents, il y a même maintenant des plateformes qui se lancent plutôt pour les fameux layers, des trucs comme ça, NFT, les fractional, ou les choses comme ça, et donc les NFT fractionnels qui s'assemblent, vous possédez une partie d'une œuvre. Euh, donc, on en reparlera sur la chaîne, vous en faites pas. Mais je pense pour les marketplaces, c'est pas mal. Du coup, maintenant, on peut parler peut-être d'un autre type de NFT euh, qui a fait pas mal de bruit. Donc, je vais vous mettre les deux principaux là. Hop, hop, j'aurais dû ouvrir mes tables avant, c'est pas grave. Qui sont donc en fait ce qu'on appelle l'art génératif. Et là, l'art génératif, c'est assez marrant, puisque en fait, c'est alors, c'est pas forcément complètement automatisé, hein. Donc, par exemple, là, les hashmasks, ils sont générés automatiquement. C'est fini maintenant la vente, hein, tout ça. Maintenant, c'est juste sur le marché secondaire. Mais donc, ils étaient générés automatiquement, mais certaines pièces les plus rares, il me semble, ont été retravaillées à la main euh, pour affiner certains détails ou des choses comme ça. Euh, Pour finaliser, quoi. c'est ça. Mais pour les plus rares, pour plus pertinentes, quoi. Et dans le même genre, donc ça c'est l'intro de haut niveau, vous avez aussi les CryptoPunks, que là vous avez sans doute vu passer sur Twitter parce qu'ils sont très populaires en images Twitter. Donc là, Mm. il vous en voyez quelques-uns. C'est donc ces fameux petits punks-là, il y a un peu de tout, il y a des zombies, il y a des humains, il y a des aliens, il y en a qui ont des clopes, il y en a qui ont des bérets, des barbes. Voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre avec ces NFT, comment dire, cet art génératif, c'est que c'est vraiment une logique de base plus attribut.
Donc c'est-à-dire que là, par exemple, on va creuser sur un punk, mais on peut le faire sur les masques aussi si vous voulez après. Donc sur les punks, vous voyez qu'ils ont tous grosso modo une tête, parfois de zombie, parfois d'humain, parfois d'alien. Et donc le premier attribut, c'est grosso modo, c'est une tête, quoi, avec ses spécificités. Donc là, on a un petit zombie, là, on a un autre zombie, et là, on a un humain, par exemple. Et après, ils ont tout un jeu d'attributs. En fait, ils ont des chances d'avoir différents types d'attributs. Il y en a qui sont plus ou moins rares. Et ce qui va faire, en fait, que certains deviennent très très rares, c'est qu'ils cumulent 2, 3, 4, parfois plus attributs qui sont eux-mêmes très rares. Donc, par exemple, pour les H-masks, je me souviens que le phénix est un truc très très rare qu'on retrouve dans assez peu d'H-masks. Et rien que sa seule présence peut déjà aider pas mal à la valeur d'une œuvre. Mais en plus, s'il est avec d'autres choses qui sont plutôt rares, ça peut faire un cocktail assez explosif. Euh, alors attendez, je crois qu'il y a un Twitter qui vous montre aussi les ventes de CryptoPunks pour faire une idée. J'arrive pas, j'ai pas ouvert. Je me rappelle plus le nom. Bon, tant pis, c'est pas grave. Euh, mais oui, donc autant sur les Hashmasks que sur les CryptoPunks, il y a eu, il y a eu un assez gros emballement. Euh, et donc maintenant on les retrouve sur les marchés secondaires avec. Il y a cette À des notion aussi, prix fous, hein. c'est ça, à des prix assez délirants. Euh, et il y a cette notion, une notion qui est assez importante en NFT qu'on appelle le floor. Le floor, en fait, c'est le prix minimal pour une œuvre d'une série. Et alors, je ne vais pas vous donner les valeurs de floor parce que je les ai plus en tête, mais on est largement sur des floors à plusieurs éthers sur les punks. Ouais. Pour les Hashmasks, je pense aussi. Donc, enfin, voilà, j'ai pas les valeurs en tête. Mais donc, cette idée que même le moins rare de la série, il vaut tant. C'est ça le floor. Mm. Donc, ouais, c'est pas mal pour le génératif. Alors, comme je vous le disais, moi, le génératif, ça me fascine. Donc, je vais vous faire des shows pour des marathons de art génératif, il n'y a pas de problème. On va regarder un peu les maths qu'il y a derrière tout ça, comment les gens se sont comportés, les différentes approches qu'il y a eu. Et la beauté de tout ça, c'est qu'encore une fois, tout ça, c'est on-chain. Donc, on peut très bien voir les gars qui ont été malins, les adresses qui ont, par exemple, snipé 50 ou 100 seulement punks, mais assez tôt, mais avec un plan en tête déjà, parce qu'ils savaient ce qu'ils cherchaient, ou alors les approches, disons, plus bourrines, le gars qui est arrivé à la sale et qui a ramassé, je sais pas, 500 punks, le truc tout ça. J'ai pas encore fait toutes les analyses, mais je suis sûr que je vais trouver ce genre de profil-là. Et donc on fera ça un peu ensemble aussi, je pense, pour justement voilà, vous montrer à la fois comment chercher tout ça, et en même temps, moi j'adore faire des choses qui s'appuient justement sur cette transparence, cette auditabilité, parce que ça fait aussi partie, c'est une partie intégrante, essentielle du concept. Et ça, c'est assez marrant que tu parles de l'aspect génératif parce que moi justement, il y a une semaine ou deux, je crois, j'ai regardé justement pour faire du génératif, mais du coup en 3D. Et ça peut, bon, ça fait partie de ma to-do list, hein, de choses à faire. Et parce qu'en fait, dans le logiciel 3D que j'utilise, tu peux rentrer du code et du coup, ça génère des formes qui sont un peu aléatoires. Et ça, je pense que ça peut faire des choses assez cool visuellement. Clairement, ouais. Et c'est vrai que moi je pense qu'on est qu'au tout début de l'approche générative. Donc j'avais parlé de, je sais plus ça de quand, mais d'une idée que tiens je vous donne si vous voulez faire un concept de NFT vraiment sympa en génératif. C'est moi je disais là tous ces NFT là, grosso modo vous arriviez à la sale et vous disiez voilà moi je veux 20 punks. Vous aviez vos punks, c'était du pur random en fonction de ce que vous avez. Parfois il y a des logiques de rareté qui changent en fonction du moment de la sale ou des choses comme ça. On va pas forcément rentrer dans tout le détail. Mais moi, j'ai conceptualisé, disons, un NFT, donc pareil, une collection qui serait similaire au Punk ou au Hashmask, mais où là, en fait, plutôt que de les vendre, il serait, chaque adresse Ethereum pourrait en claim un et seulement un, et le NFT serait généré par rapport aux différentes actions que l'adresse a entreprises. Alors bien sûr, tout ne serait pas reconnu, hein, ça serait plutôt une logique de regarder, ok, est-ce qu'ils ont donné sur Gitcoin, on lui donne un petit attribut qui correspond à ça. Si le gars il a donné 10, 15, 20K sur Gitcoin, on va lui donner la version rare de cet attribut. Est-ce qu'il a utilisé tel ferme? Alors oui, on va peut-être rajouter ça. Bref, avoir des sortes de règles qui généreraient un NFT en fonction de l'activité même sur Ethereum qu'a eu cette adresse. Et tout ça, là, je vous en parle, ça n'existe pas encore, tel que je vous le décris, mais en fait, c'est absolument faisable, puisqu'encore une fois, toute la donnée de tout ça est publique. Donc, vous mettez une adresse dans. Bon, Etherscan, ça va être un peu compliqué si vous voulez faire toute cette analyse sur une adresse qui a fait 5000 TX, mais tout ça, c'est parfaitement faisable, en fait. C'est juste un défi de comment le faire et comment bien le faire. Donc, moi, je En m'attends gros, perso.
Ce que tu dis, en fait, c'est en gros en fonction de l'activité de la personne sur la blockchain et donc du coup de son adresse Ether, de pouvoir lui octroyer des choses spécifiques par rapport à son activité, c'est ça? C'est ça. En fait, moi, je le vois comme ça, une sorte. J'appelais ça dans ma tête le fair launch punk, parce que ce qui me dérange un peu avec les punks et les hashmas, c'est qu'au final, bah, c'est un peu comme d'hab, quoi. C'est ceux qui sont arrivés tôt avec plein de ressources, Bah ouais, qui ont bien mangé, quoi. Et ouais. l'avantage de cette idée, c'est que, bah, en soi, chaque adresse Ethereum peut en claim un. Si tu as fait des trucs vraiment intéressants avec ton adresse, tu vas probablement en avoir un assez rare et stylé. Libre à toi après de le Mm. revendre ou de le garder. Si tu as plusieurs adresses, peut-être que tu vas garder le meilleur que tu ramasses et tu vas vendre les autres. Mais voilà, il y a quelque chose de sympa. Et allez, pour filer l'idée encore, comme ça, c'est juste pour que vous compreniez, on pourrait même rajouter un niveau de jeu où le truc se lance. Et mettons que c'est, euh, vous pouvez réclamer votre NFT pendant une période d'un mois. Et après, on dit que, passé un mois, bah, n'importe qui peut claim pour les adresses qui n'ont pas été claim. Et donc, ça devient un jeu de trouver les adresses intéressantes qui ont fait des trucs stylés et qui n'ont pas encore claim leur NFT. Et ça donne un peu une chance à tout le monde d'aller snap un truc qui peut être, je sais pas, le NFT d'OXB1 par exemple, parce qu'il a oublié de faire son claim. Désolé pour toi, mec. Ou des choses comme ça. Ah, Donc ça devient voilà, limite un peu une chasse au truc, c'est quoi. ça. Une chasse au trésor en fait, mais ouvert à Ouais, tous. grave. On pourrait envisager peut-être un petit fee pour claim qui servait à financer les opérations et trucs comme ça, mais pas un truc délirant, tu vois. Un truc Ouais, juste bien sûr. pour créer une trésor qui permettrait au projet de tourner. Bon voilà, Free Alpha pour ceux qui veulent lancer un projet d'NFT. Je vous dis pas que ça va être facile, parce que ça implique quand même pas mal de travail pour figurer, pour se comprendre un peu quelles règles de génération vous allez utiliser, les tester, tout ça. Mais je pense qu'il y a largement de quoi faire et en fait, voilà, comme toutes les bonnes idées dans la crypto, elle est probablement pas née dans ma tête, ou en tout cas, il y a des milliers de personnes qui la pensent en même temps que je vous la décris, et elle va émerger à un moment donné ou à un autre, puisqu'il y a des milliers de personnes qui la pensent au moment où je vous la décris. Euh, Donc ça, c'est pas mal pour le génératif. Encore une fois, comme je vous le disais, le génératif, moi, c'est un des trucs sur les NFT qui m'a vraiment fait péter la tête. Donc, on va y aller dans les profondeurs. Euh, alors, vous me connaissez, moi, je suis DeFi à la base, même si maintenant j'aime beaucoup les NFT aussi. Et donc, là, j'aimerais bien vous parler d'un projet et d'une autre approche au NFT qui, euh, qui en fait, allie un peu les deux, puisque vous connaissez sans doute, je vais vous le mettre dans le chat, Don't Buy Meme, ou Meme tout simplement, qui est un projet qui vous permet de farmer des NFT. Donc là, vous ne les achetez pas. Alors après, ils peuvent être achetés et revendus sur les marchés secondaires une fois qu'ils ont été émis, mais vous les farmez. Donc en fait, il y a des collections. Là, par exemple, Jonathan Wolf. Donc parfois, il y a des enchères. Il y a une pièce maîtresse, disons, dans la collection qui part aux enchères. Et après, des pièces que vous farmez. Et parfois aussi, ça dépend des séries. Il faut payer un petit frais en Ether pour les minter. Alors attendez, celle-là, on peut plus les minter, donc je vais plutôt vous prendre du Genesis. Comme ça, vous allez voir un peu ce que ça donne. Donc Genesis, c'était la toute première collection. Et en fait, concrètement, comment ça marche? Ah, zut. Tiens, pas là. Est-ce qu'il sort sur l'écran celui-là? De toute façon, je crois que j'ai fait un truc. Ah, ça, c'est Parce que moi, un compte vide, hein. C'est un compte vide, vous en faites pas, je m'en fous. C'est juste pour vous montrer. Donc en fait, vous arrivez sur Mime. Et donc là, je vous montre Genesis, mais c'est la même logique pour les autres collections. Vous arrivez sur Mime et vous pouvez, dans chaque série, stake jusqu'à 5 mimes. Et en gros, la logique est simple. Pour chaque mime que vous stakez, vous gagnez un ananas, un pineapple. Et c'est ces fameux pineapple qui vous permettent de claim ces œuvres. Donc là, vous voyez, il y en a qui sont assez accessibles à un pineapple. Et après, il y en a qui sont plus demandeurs en ressources, qui vont être à 10, 15 ou potentiellement plus. Là, voilà. Là, il y a un à 10 pour avoir Kane Warwick, par exemple. Je crois que le Coin Artist, elle est un peu plus chère. Voilà, elle est à 20 pineapple. Et il y en a des rares et des légendaires qui, eux, partent très vite. Parce que par exemple, celui-là, il n'y en avait que 10, le Jordan Line. Euh, voilà, il y avait après d'autres tokens qui étaient, vous pouviez aussi stacker en LP. Donc ça, c'est le token MIM is apport de liquidité sur Uniswap. Mais c'est la même logique. Et là, vous voyez, ceux-là, ils sont un peu plus stylés généralement parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup des tokens de ceux-là. c'est bien en fait, ça gamifie un petit peu le truc, je trouve, où t'achètes pas juste un NFT pour l'avoir, mais en fait, tu dois effectuer quelque chose en plus pour pouvoir avoir un plus ou moins rare. C'est quelque chose d'intéressant. C'est ça. Et ça permet aussi des logiques communautaires assez sympas, puisque là, je vous ai montré donc la série originale avec
donc les Genesis qui se farment avec les mimes. Mais depuis, il y a eu quand même des séries. Oh tiens, j'avais pas vu la WXB1. Euh, Waouh. D'accord, bon, voilà. Ça, je vais peut-être pas creuser maintenant, je regarderai plus tard. Mais oui, ce que je voulais vous montrer, c'est par exemple celui-là. Celui-là, vous ne stakez pas des Pineapple, mais vous stakez des YOP, qui sont le token de la plateforme. Et ça permet aussi une forme de, voilà, vous voulez distribuer des NFT un peu commémoratifs aux gens qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre avec votre projet. Eh bien, vous pouvez tout simplement dire, OK, tu stakes de mon token, voire même, ça c'est là où moi je vous dis DeFi, NFT, ça se rejoint beaucoup. Donc Badger, pour ceux qui connaissent, je vous en ai déjà pas mal parlé. Eh bien Badger, il y avait la possibilité de farmer les NFT de Badger DAO, donc, en stakant vos B Badger sur MIM. Donc les Badgers déposés dans le set Badger, et après staker sur MIM pour choper vos Pineapple, qui après vous permettait d'avoir ces NFT. Et il y avait même toute une logique de une chasse au trésor en fait, puisque vous pouviez staker, vous pouviez collecter jusqu'à 6 NFT, je crois. Et le premier qui a collecté les 6 NFT a pu ouvrir une sorte de coffre, en fait, qui contenait une quantité assez sympathique de badgers, si je ne vous dis pas de bêtises. Là, je vous montre les tokens LP. Euh, et, euh, et après, ça a aussi été reconnu, je crois, comme je vous disais tout à l'heure, dans le airdrop de Dig. Et il me semble qu'il y a des discussions, mais que c'est toujours au stade de discussion, des discussions pour en gros que ces NFT servent de sorte de petits bonus de multiplicateurs de farm sur Badger. Donc en gros, vous auriez peut-être un petit bonus de, je sais pas, 5% API si vous avez tel NFT ou des choses comme ça. Donc ça vous montre un peu toutes ces logiques que vous pouvez faire avec les NFT. Un autre projet aussi qui fait des choses avec les NFT sans être un truc de NFT à la base, mais ils le font très bien, c'est 80 miles par an, où eux, ils ont un peu une sorte de rituel, disons, qui est quand ils lancent un Vault, un nouveau service de dépôt, alors je sais plus les conditions exactement, mais en fait, ils le lancent et ils disent, OK, voilà, déposez vos actifs, vous allez pouvoir farmer, voilà. On parlera de 88 MPH, on en a déjà parlé. Mais il y a vraiment cette logique de, je crois que c'est, en gros, sur les 2 premières semaines, ils donnent le NFT commémoratif du vol correspondant aux 10 plus gros déposants sur cette période de 2 semaines. Ça peut aussi servir à des choses comme ça. Peut-être qu'après, dans le futur, Un peu comme une récompense, quoi. c'est ça comme une récompense, mais aussi comme j'ai envie de dire un token, mais pas dans le sens token RC20, tokenomics, mais dans le sens, tu sais, un souvenir, quoi, une marque du moment, un truc Mm. pour marquer l'événement, quoi. Ouais, bien sûr. Marquer le fait que tu étais là au début de ce vault et tout ça. Et cette logique-là de token, c'est peut-être pas le bon mot, désolé, on la voit aussi avec des NFT du style les POAP, où en fait vous allez à un événement et après, vous pouvez collecter le NFT qui correspondait à un événement physique. Hein. C'était à l'époque, maintenant marche aussi avec les événements en ligne. Et après, vous pouvez collecter le NFT qui correspond qui rappelle, qui marque votre présence à cet événement. Quoi. Mm. Donc, un token de reconnaissance. Oui, ça serait exactement ça. Bien vu, Xaloken. Donc voilà, ça aussi, c'est une logique qui est importante dans les NFT. Et en fait, ouais, ça nous amène pas mal, plutôt bien à l'autre dimension des NFT que je voulais explorer avec vous, qui est ce côté plus communautaire. Donc, je sais pas si toi, là, je pense que tu as, pas mal d'idées aussi, Nico, là-dessus. Tu as des projets un peu que tu as vus qui font des choses plus axées communauté avec des NFT? Ben, là, moi, bon, c'est pas vraiment une communauté, mais c'est un peu plus comme tu viens de parler à l'instant sur la gamification, où en fait, du coup, les gens achètent. Le projet s'appelle NFT Lootbox. C'est un projet avec des gens avec qui j'ai travaillé. Je leur ai créé quelques collections de NFT. Bon, c'est un projet qui commence à plutôt bien marcher. Là, le loot, du coup, leur token a pris, je crois, dans les 30 à 40% ces dernières semaines. Donc, il doit être à $150, je crois, ou dans ces eaux-là, qui est pas mal. En fait, quand tu achètes du loot, tu le fais farmer pour obtenir, du coup, un autre token. Et tu vas recevoir, je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, ce token-là, quand on aura une quantité suffisante, tu pourras ouvrir des loot box. Donc, tu as différents types de loot box qui sont plus ou moins rares, on va dire. Du coup, après, tu as un certain pourcentage de chance d'avoir des NFT rares, communs, mythiques, ou ce genre de choses. Hmm. Ouais, ça Donc, reprend un peu la logique de mime, mais avec un autre twist, c'est quoi. exactement ça. C'est Ouais, exactement c'est ça. génial.
C'est Et, vrai qu'ils du sont coup, pas trop inspirés et, sur et, les premières séries, franchement, par contre. et ce qui, et ce qui- et ce qui est intéressant, du coup, c'est que j'ai fait avec eux récemment un NFT Elon Musk qu'ils ont mis aux enchères. Oh, joli. Et ce NFT s'est vendu, donc c'était un unique, il n'y en avait qu'un, et il s'est vendu 5,4 Ether, je crois, qui est quand Bien même joué. pas mal. Ouais, Qui est putain. quand même assez conséquent. Et en fait, tout s'est fait dans l'enchère, tout s'est fait en fait la dernière heure, où les gens, en fait, pendant plusieurs jours, il se passait rien. La dernière heure, les gens sont un petit peu excités et c'est monté assez haut quand même. Ouais, ouais, ça me fait penser à un autre truc qui est un peu dans le même genre. Zut, il faut que je mette la suite. Euh, yep. Alors, voilà, après, il faut avoir conscience que chacun approche aussi les NFT avec un peu, disons, son approche. Euh, ouais, c'est ça, je vais mettre Toki Toki plutôt. Avec son approche sa culture, disons. Et, Mm. oh là là, j'aurais vraiment dû mettre à ballon, pardon. Toki Toki Azuki. Bon, vas-y, on va trouver à partir d'ici. Donc là, Doki Doki, où eux ils font, c'est vraiment cette logique de. Alors j'étais un peu pas très confortable avec ça au début, mais au final, pourquoi pas, hein. C'est ces fameuses. Vous savez, si vous allez notamment au Japon, vous avez plein de jeux où il faut attraper le nounours ou des trucs comme ça, ou des variantes de ça. Et en gros, c'est Ouais. des gacha games, quoi, comme on appelle ça. Eh bien, c'est un peu la même idée, euh, mais version NFT et blockchain, quoi. Alors, ils ont rien sur leur site, génial. Putain, des gachas. Qu'est-ce qu'ils ont fichu? Dommage, je voulais vous montrer. Ah, C'est quel site que tu veux montrer? c'est Doki Doki, je crois, mais attends, maintenant Ah, c'est devenu autre chose. Bon, bah, c'est le lien qui met. Bah, tant pis, avec avoir un lien propre sur leur Twitter, on va pas leur faire de pub, ils sont pas suffisamment un site propre, hein. Mais voilà, en gros, c'est le même logique. Vous avez un token qui vous permet, si je vous dis pas de bêtises, vous le stakez et ça vous permet après de pouvoir jouer à la machine, ou alors il faut carrément le dépenser directement pour jouer à la machine, je sais plus. Et la machine, du coup, vous donne potentiellement des trucs plus ou moins rares. Alors, un peu d'inconfort là, parce que ça ramène cette logique de loot box. Un peu, vous avez peut-être entendu parler de tout le problème avec les jeux en ligne et tout ça, où ça joue beaucoup sur des faiblesses psychologiques humaines, quoi, pour pousser les gens à dépenser beaucoup plus que ce qu'ils auraient envie de dépenser. mm. Donc voilà, c'est pas, encore une fois, tout n'est pas rose, hein, c'est un nouveau monde, ça part un peu dans tous les sens, mais ça va aussi, ben voilà, ça SM comme ça, et puis ça va se recentrer un peu plus comme ça après, quoi. Hum, Et après, il y a un autre projet dans le même genre qui est assez intéressant, c'est avec Gotchi. Je sais pas oui, si tu bien sûr. connais, je pense. Ah, je vais vous le montrer, vas-y. Bah, ça reprend toujours un peu le même principe de base. Donc, t'achètes du Ghost, si je dis pas de bêtises. Tu stacks du Ghost et du coup, tu reçois du Friends, je crois, ou un truc comme ça. Et avec le Friends, en fait, tu peux acheter un portail. Et alors, je me rappelle plus tout dans le détail, hein, parce que j'ai vu regarder ça il y a quelques mois. Et en fait, tu reçois des wearables où tu vas avoir des cheveux ou des vêtements ou des lunettes, des trucs comme ça, où tu vas pouvoir, chaque wearable se rend plus ou moins rare. Et du coup, tu vas pouvoir créer ton propre perso avec tout ça. Et pareil, du coup, ton perso a des attributs différents. Et du coup, ton NFT final, bah, aura bah, potentiellement une valeur relativement élevée ou pas. Tu m'arrêtes, hein, si j'ai dit des bêtises, mais j'aime bien moi j'adore l'aspect un peu 8 bits, ultra pas très très rétro gaming des années 80 quoi. Ouais, c'est drôle. Ouais, depuis peu, ouais. Ah, pardon, je suis mute depuis tout à l'heure pour le Twitch. Oh là là, désolé, j'ai oublié. Donc oui, j'ai pas setup Matic, je peux pas vous le montrer, mais on le mentionnait justement. Ils sont en effet donc sur Matic et ça vous évite d'avoir à bah, payer des frais conséquents pour le moindre draw ou des trucs comme ça. En effet, c'est donc un projet qui est indépendant d'AV, mais qui a été en partie financé et soutenu par AV, parce que ça se construit Ouais. sur AV. Et notamment, ils peuvent être, les Avegotchi peuvent être, ou doivent être, je crois que c'est juste peuvent être rattachés à un jeu de la token pour les backer en fait. Donc par Ouais, exemple je de crois, la ouais. USDC ou des choses comme ça.
C'est bien, on voit qu'il y a des pros du Avegochi dans le chat. Moi, je vous avoue que j'ai pas trop eu le temps de suivre. Mais du coup, ouais, s'il y en a un parmi vous qui est vraiment au taquet d'Avegochi, n'hésitez pas à me faire signe. On pourra peut-être en faire un petit live sympa un jour sur. Parce que c'est vrai que Ouais, c'est un ça pourrait être concept pas mal parce NFT. que en soi parce que c'est pas très simple en fait quand tu arrives sur leur site. Mais le projet, je le trouve super cool. Après, moi, j'avais mis de côté parce que parce qu'ils étaient sur Ether au début et avec les frais Ether, c'était invivable de faire quoi que ce soit. Et là, vu qu'ils sont passés sur Matic, bah, du coup, j'ai fait mon transfert. Et là, quand tu fais une transaction sur Matic, ça coûte quelques centimes. Ça veut juste rien à voir, quoi. Ouais, c'est sûr que ça doit faire grandement plaisir par rapport au début. Je crois qu'il y a eu les premiers draws, les trucs comme ça, c'était sur le mainnet avant qu'ils arrivent Ah sur ouais, c'est trop Matic. bien. Ouais, et puis bon, c'est un concept aussi. Moi, ce que j'aime bien avec tout ça, c'est que bon, ça connecte la DeFi et les NFT. Et Mm. bon, voilà, nous, on y va peut-être plus parce qu'on est des gamers invétérés, je pense. Je devine un peu vu l'audience ou des choses comme ça. Mais il faut se dire qu'à terme, ça peut aussi être un truc assez fabuleux. Je sais pas, voilà, le premier truc qui me sort de la tête comme ça, mais juste, voilà, pour apprendre à un petit un peu qu'est-ce que c'est, tous ces trucs-là, les intérêts, l'argent, tout ça, peut-être lui donner un petit Aavegotchi avec, qui est backé par 100 AUSDC, comme cadeau d'anniversaire un jour et après il peut staker ses friends, je sais pas quoi, pour progressivement un peu l'habiller. Voilà, ça fait déjà une sorte d'entrée, comme ce qu'on disait hier, il y a la porte par laquelle vous rentrez dans le milieu, au final on s'en fout du moment que vous rentrez, quoi. Et Ouais. ça c'est génial, c'est que cette porte-là, elle est grande, ouverte, claire, facile à trouver. Et donc potentiellement, ça peut ramener beaucoup de monde. Et oui, c'est vrai Là, que c'est oui. ça, c'est Pardon. vrai que c'est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, les NFT sont vraiment dans tellement de choses différentes et applicables, et, ça entre l'art, le jeu, la DeFi et tout, et c'est là où on voit en fait que c'est limite, bah, y a pas de limite, quoi. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec. C'est vrai que là, on parle d'un autre jeu qui avait fait pas mal de bruit et qui a encore pas mal d'adeptes, c'est Comes. Ah, tiens, il faut que Ah oui, ouais, retrouve ouais, ouais, ouais. Matic. Voilà. Mais j'ai rien, j'ai pas de spaceship, donc je vais pas pouvoir faire grand-chose. Ah, mais c'est bien, ils ont mis la Matic Bridge, donc on pourra peut-être à la rigueur vous montrer. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, donc là, en fait, c'est un jeu où il y a eu d'abord les vaisseaux qui étaient en farm ou en vente, je sais plus. Euh, non, en vente, il me semble. Et après, une fois que vous avez ces vaisseaux, vous pouvez les déployer dans le jeu et, euh, et comment dire, et aller farmer, enfin farmer, miner, pardon, vous sentez l'habitude quoi, aller miner vos petits astéroïdes ou des choses comme ça. Et apparemment, les joueurs actifs et qui ont bien prévu leur coup, qui avaient des bons vaisseaux, tout ça, et qui sont productifs dans le jeu, ils s'en sortent assez bien, ils arrivent même à se dégager des petits revenus sympathiques. Donc voilà, ça aussi, ça vous montre aussi ce qu'il y a un peu derrière le NFT, cette logique de être payé pour jouer. Alors je sais que c'est un peu, voilà, c'est le grand titre pour mettre dans les journaux pour attirer les foules, et c'est pas forcément toujours vrai, mais il y a vraiment cette logique de se réapproprier ces objets virtuels, quoi. Parce qu'il faut aussi avoir Mm. conscience de ça derrière. Et là, un projet qui est très pertinent là-dessus, c'est Engine, par exemple, euh, où bah, quand vous jouez à un jeu, un WoW ou je sais pas quoi, vous farmez pendant des mois parfois pour avoir votre épée de la mort qui tue plus 50 plus bonus. Et en fait, en soi, vous la possédez pas. C'est exactement comme votre argent à la banque. C'est une ligne sur un serveur quelque part qui dit, OK, Token Brice, il a l'épée plus bonus. Mais par exemple, mettons que si je me fais ban du jeu, ben, je l'ai plus mon épée. Si le serveur il Ouais. ferme, ben, je l'ai plus mon épée. Et tu as vraiment toute cette logique-là, donc, qui est assez fascinante. Et potentiellement, allez, on va faire péter des têtes là. Mais donc des NFT, par exemple, là, les fameuses de l'eau, vous pouvez imaginer que peut-être un jour, elle deviendrait une vraie voiture dans un jeu. Et donc la fameuse de l'eau, mais pilotable dans un jeu de voiture, par exemple. Bon là, j'extrapole beaucoup, hein, mais c'est pour vous donner une idée. Mais c'est Et possible, c'est ça, ça c'est qui est tout à fait bien. possible. Alors elle n'a pas de C'est-à-dire que, modèle 3D ou des choses comme ça, donc il y a des complexités techniques, hein, mais ça, non, ça mais peut être quelque après, par chose. exemple, tu vois, par exemple, un truc tout bête, imagine, t'as un jeu, un vrai jeu vidéo de, je sais pas trop quoi, un WoW ou autre, et qui est lié, où tu lis en fait ton wallet Ether. Et je sais pas, par exemple, le fait que en fait, le jeu peut scroller et vraiment regarder ce que tu as dans ton wallet et de voir, par exemple, que tu as un NFT CryptoKitties, bah, tu peux avoir une édition spéciale j'en sais rien, d'un objet spécifique dans le jeu qui serait brandé CryptoKitties dedans, tu vois. Ouais, tout à Ça fait. joue aussi sur la promotion et le marketing derrière, tu vois, c'est que ça peut aller vraiment très loin.
Mais c'est vraiment en fait toute l'idée de se réapproprier ces objets numériques. Donc, tout comme on se réapproprie son argent, on se réapproprie ces objets numériques, et après, il y a toute la dimension programmable et composable qui vient dessus, et c'est là que ça part dans tous les sens, et ça fait exploser les têtes, mais en même temps, c'est génial. Et Ouais. c'est vrai que pour être un peu exhaustif sur tout ce qu'on discute là, il y a aussi toute cette notion de métaverse. Donc ça, le métaverse, c'est quoi? C'est en fait des mondes virtuels, donc avec les casques Oculus ou des choses comme ça, où potentiellement vous pouvez avoir vos NFT qui vivent et qui sont représentés là-dedans. Mm. Et là où ça va très loin, c'est que par exemple, bon après c'est Atari, ils sont les pros des annonces, hein, mais ils ont annoncé il n'y a pas si longtemps qu'ils étaient en train de travailler sur une sorte de musée de NFT dans le métaverse, où alors à voir les détails et tout ça, mais potentiellement vous auriez des gens qui donc prêteraient leur NFT pour être exposés dans cette collection de musée, qui pourraient avoir du coup un petit retour sur leur NFT parce que Atari ou d'autres paieraient pour leur louer leur NFT pour pouvoir les exposer dans un musée où d'autres gens viendraient visiter ce musée virtuel dans le métaverse et même paieraient un peu d'argent pour qui sera après redistribué à tous les différents NFT en fonction de je sais pas de différents critères. Donc voilà, juste pour faire un peu ça, c'est pas encore vraiment le cas aujourd'hui, ça vous donne une idée de tout ce qu'il est possible de faire avec ça quoi et c'est assez fascinant quoi. Ouais, et je pense qu'il y a certaines choses auxquelles on n'a même pas encore forcément pensé qui vont euh, qui vont émerger d'ici quelques temps. Ouais. Et c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai envie de dire, comme toujours, les gens sont assez feignants. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un truc qui marche dans le vrai monde et ils essaient de le répliquer en NFT. Quand je dis ça, je pense par exemple à Atari, hein. C'est-à-dire qu'Atari, ils ont parlé, par exemple, vous savez, les petits casinos où vous étiez gosse, vous pouvez aller, les casinos d'ailleurs, casinos où vous étiez gosse, j'adore la logique, mais ça existe aux USA. Vous jouez pas avec du vrai argent pour du vrai argent, vous jouez pour des tickets et à différents jeux vidéo. Et après, avec vos tickets, vous pouvez aller acheter la peluche, le machin, vous choisissez votre cadeau. Et ben, ils veulent un peu répliquer cette logique-là, mais dans un monde, donc dans le métaverse, où vous pourriez après aller avec vos tickets qui seraient donc des tokens d'une manière ou d'une autre, aller à réclamer ça pour des NFT ou des choses comme ça. Mm. Euh, du coup, je sais pas, je pense que c'est pas mal pour une intro de haut niveau sur les NFT. J'ai pas envie de complètement vous assommer. Il y a une grosse question qu'on doit discuter aussi à la question de Julien Krupp, mais qu'on avait déjà prévu de traiter en amont. Euh, Je sais pas qu'est-ce qu'ils en pensent les gens ou peut-être faire poser des questions un petit peu ouais, dans le chat. Est-ce qu'ils ont ouais, mais des ça passe. interrogations? Ils sont quand même assez au taquet, hein, parce que il y a pas mal de gars qui nous ont, qui m'ont aidé un peu à pas dire trop de bêtises sur Comet et avec Gotchi, parce que je vais pas tâter moi personnellement, j'ai suivi un peu d'un peu loin, et on Ouais. voit que ouais, vous êtes bien informés. C'est vrai qu'en effet, il y a eu la vente d'Ethercards aujourd'hui, euh, Oui, on bon, en a parlé avant, ouais. c'est ça. Moi, j'étais un peu déçu honnêtement parce que voilà, j'ai eu une Ethercard qui n'a pas de visuel, donc sympathique les gars. Bon, à voir si ça, qu'est-ce que ça donne, mais je trouve ça un peu Ça me paraît bizarre quand même, hein. ouais, c'est peut-être un petit bug, il faut que je vais aller parler avec les gars. Je pense, hein. Je pense qu'il faut que tu ailles revoir un peu plus tard parce que Mm, mm. ça me paraît assez étrange Parce que que ça fait quand même une sacrée tâche dans mon Rarible, hein. ouais. C'est ça le fameux truc, pour ceux qui ont vu tout à l'heure, le fameux truc qui est undefined, no artist, je sais pas quoi, no visual, y a rien, c'est juste un bloc gris dans mon Rarible. Merci de me Non, mais pourrir ma collection, les gars. je pense que c'est plus un problème qu'autre chose, hein. Ouais, ouais. Elle est, ah, voilà, maintenant elle est untitled. Ah. Non, mais ça me le faisait, ça, quand je mintais NFT. Des fois, ça me prenait du temps avant qu'il apparaisse. Ah, Moi, d'accord. de mon côté, je l'avais mint sur Harible Ouais. et je voyais en fait ça. Et une fois, ça m'a pris une heure ou deux avant que ça apparaisse. Ouais, c'est ça, apparemment, c'est ce que me disait Oyo, qui a apparemment bien suivi le projet, où ils arrivent un peu plus tard et les attributs, les bonus aussi. Donc, pour introduire cette thématique, là on vous a parlé de NFT à plein de niveaux et vous vous rendez compte que donc c'est des objets dits numériques, euh, comment dire, pas forcément uniques encore une fois. Par exemple, ceux de Foundation sont uniques. Ceux sur Arrival, il peut y en avoir de nombreuses, euh, de nombreuses versions du même. Mais en tout cas, vous avez, moi j'aime bien référencer ça sur le concept de rareté numérique prouvable. Parce que ça Mm. couvre bien le fait que ça peut y en avoir un Ça nombre résume bien, X, ouais. mais vous savez que il y en a eu 100, que vous en possédez un de 100, vous pouvez voir où sont les 99 vôtres, quand est-ce qu'ils ont été mintés, qui les a achetés, voilà, tout ça. Donc, vous comprenez bien cette idée-là. Maintenant, vous comprenez bien aussi qu'une partie essentielle de ces objets,
c'est donc ce fameux visuel, ou cette chanson qui va avec, ou parfois tout ensemble, un modèle 3D, ça peut être n'importe quelle forme de média qui est associée au NFT. Mais un des enjeux de ces NFT, c'est que, euh, eh bien donc, pour ceux qui ne le savent pas forcément, stocker des fichiers, comment dire, des fichiers médias dans la blockchain Ethereum, c'est très compliqué, c'est extrêmement coûteux, donc ça ne se fait pas, tout simplement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour le faire en très bref, et là je vais vous traduire le thread à la volée comme ça parce qu'il l'explique bien mieux que moi, il a bien creusé sa question, Chunky. Euh, c'est qu'en fait, votre NFT, donc votre token que vous avez dans votre wallet, il contient le plus souvent différents paramètres. Donc, ah tiens, c'est un CryptoKitties ou machin ou blabla, il a tel nom, il a tel truc. Et il va y avoir un moment, l'entrée qui correspond à son visuel. Et cette entrée-là, en fait, elle correspond à un référencement, à un lien vers un fichier qui est généralement sur IPFS ou d'autres systèmes de stockage. Mm. Mais il y a bien sûr des limitations qui viennent avec ça. Euh, là, je vous propose un petit, je vais vous le mettre parce qu'il est vraiment intéressant. Donc, ceux qui sont actifs qui ont des NFT, je vous conseille de le lire tout simplement, ce serait au calme. Mais là, on va le faire un peu rapidement. Donc cette personne a un peu exploré tout ça et il nous dit tout simplement, donc la version courte, les tokens NFT que vous avez achetés, soit ils pointent vers une URL qui est directement sur l'Internet, donc l'Internet clair, basique, arrêtable, censurable, ou l'IPFS H, donc un lien vers IPFS. Dans la plupart des cas, ça fait référence à un IPFS gateway donc c'est une sorte de point d'accès vers l'IPFS qui est sur l'Internet et qui est opéré par la startup qui a fait votre NFT. Et en fait, le truc, c'est que ça référence un truc qui n'est pas le fichier média en lui-même, c'est juste en gros un JSON, donc une sorte de dictionnaire de paramètres, quoi, qui contient plein de choses, la couleur du fond, des choses comme ça, et un lien vers un fichier potentiellement. Et donc là, par exemple, lui, il analyse le NFT qui correspond à la vente de Beeple. Et là, vous voyez, donc dans le NFT est référencé un truc qui est sur l'IPFS et qui contient ça. Ça, c'est le fameux JSON. Et dans JSON, vous voyez, il y a la description. Ah, c'est Beeple, blablabla, c'est trop cool, super, là. Euh, et comment dire. Et là, notamment, vous voyez l'entrée image. Et ça, c'est un lien vers un site web classique, censurable, qui peut être retiré à tout moment, qui contient l'image. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où si ce site-là tombe, pour des raisons X ou Y, hein, pas forcément une attaque malveillante de quelqu'un qui veut dégommer ce NFT, euh, eh bien, euh, potentiellement, ce NFT, il référence une image qui n'existe plus, donc vous avez plus de visuel dans les applications, quoi. Et donc voilà, c'est tout un enjeu, si vous voulez, de, en fait, comment on fait des NFT où les médias qui leur sont associés, qui font partie intégrante du NFT, sont eux aussi vivent au standard, disons, le plus possible de la chaîne Ethereum. Pour ce qui est de l'IPFS, on va pas trop creuser l'IPFS parce que c'est un peu compliqué, mais on en parlera aussi, ça m'intéresse. Mais il faut comprendre que c'est un système de stockage de fichiers, d'informations décentralisé. Ils appellent ça, donc c'est le Interplanetary File System, donc ça vous donne une idée aussi d'où ils vont. Euh, mais donc voilà, ce que je veux vous dire, il le détaille dans le thread, cette idée que en fait, le plus souvent, c'est vraiment ça l'idée cœur à comprendre. Donc le plus souvent, vous avez quoi? Vous avez un NFT, token ERC721 ou 1155. Dans ce token, il y a différents paramètres. Un de ces paramètres est un référencement, un lien, si vous voulez, comme un lien internet, twitter.com, quelque chose, sauf que là, c'est un lien Mm. IPFS, entre guillemets, parce qu'on appelle ça un hash, techniquement. Ce lien IPFS lui-même, il vous renvoie vers ce fameux JSON. Donc un JSON, c'est juste une sorte de fichier texte structuré, pour faire simple. Dans ce JSON, donc, ça dit différents attributs, le titre, le nom, le type de NFT, et notamment ce qui est critique, l'image, le lien vers l'image. Et en fait, euh, vous voyez que là, ça passe par Maker's Place, qui est donc la boîte qui a aidé à mettre sur le marché ce NFT, et donc par une gateway de chez eux, quoi. Et il y a tout le problème que, eh bien, si c'est donc un gateway, un point d'accès qui est opéré par makerplace.com, la startup, et que après, c'est une startup, comme toutes les startups, un jour ou l'autre, ça fait plouf.
Et le jour où ça fait chplouf, qu'est-ce qui se passe pour votre NFT? C'est ça la question. Mm. Et c'est donc le point central. Il faut aussi savoir qu'il y a des gars qui se sont amusés, j'ai pas réussi à vous retrouver le thread, mais il y a un mec qui s'est amusé à faire des NFT, justement, et un petit prankster, où en gros, à un moment donné, il a lui-même volontairement retiré l'endroit où les images étaient hébergées, quoi. Et donc ces NFT se retrouvent sans visuel. Voilà, donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Alors là, je vous présente la situation telle qu'elle est, et là, on parle du NFT de People ou des choses comme ça, mais, euh, mais comment dire, il y a aussi déjà des NFT, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il y en a qui sont réellement bien foutus, quoi, en termes de le visuel qui correspond au NFT est réellement hébergé à un endroit fiable, qui est a priori pérenne, pas censurable, qui sera là encore dans 10 ans, et référencé proprement, parce qu'il y a toute cette thématique-là, ou inclus proprement dans le NFT, sans être trop technique. Et donc, ça existe, c'est possible de bien faire. Le problème, c'est que c'est pas évident. C'est vraiment comme le disait l'auteur de ce thread, qui ne veut pas non plus être complètement alarmiste. Il dit que en fait c'est une question de tooling, quoi, d'outils pour faire des NFT. Parce que là, voilà, en effet, vous pouvez vous-même pin votre fil sur votre propre node IPFS, mais ça implique que vous gérez un node IPFS, que vous savez faire tout ça, et ça encore, ça a même des limitations et des problèmes Ah, de c'est plus les DNS, mêmes etc. contraintes, hein, dans ce cas-là. Voilà. Donc là, vous voyez, il dit exactement ce que j'étais en train de vous dire. Not all NFTs. Donc il y a plein de NFT qui ne souffrent pas de ces problèmes. Mais là, on vous parle quand même du NFT de Beeple qui a été vendu à 69 millions de dollars, qui lui souffre très clairement de ce problème. Euh, Ouais, mais il y a encore un autre truc dont on n'a pas parlé tout à l'heure. Sur, bon, je suis sur Rarible et sûrement sur d'autres. Quand tu achètes un NFT, tu peux donner, en tant que créateur, l'acheteur, celui qui va t'acheter le NFT va pouvoir accéder à quelque chose, c'est à vrai. un exclusive content. Et ça, c'est aussi intéressant parce que du coup, si demain un artiste vend quelque chose, il peut mettre à disposition quelque chose que les autres n'auront pas. C'est Qui peut ça. être un visuel en très grand format si la personne veut l'imprimer. Ça peut être un peu tout et n'importe quoi en fait, et euh, qui sont du coup hébergés encore ailleurs et qui sont des encore un reward entre guillemets. Tu vois. Moi, dans mon cas, par exemple, et dans le cas de Arke et aussi d'autres, quand quelqu'un achète un NFT, m'achète un NFT, du coup, il est reward avec ma propre crypto-monnaie, donc mon propre RC20. Oui, tout à fait. En effet, ce Et côté c'est encore un unlockable, truc en plus, là. comme on appelle ça. Et là, j'essaie de vous montrer. Moi, j'en ai acheté un. C'était un de mes tout premiers NFT en fait que j'avais beaucoup aimé. C'était le Coin Telegraph, donc publication crypto. Et là, en fait, ils font des dessins pour quasiment chacune de leurs histoires, de leurs articles. Ils font des petits dessins. Et ils avaient fait en fait ce grand tableau qui reprenait tous leurs personnages, les principales Ouais, histoires tu de m'avais l'année. montré, ouais. Et donc ça, c'est l'image initiale du NFT qui est associée avec, que tout le monde peut voir. Mais ceux qui possèdent le NFT en fait, déverrouiller un lien vers un site où en fait c'est la même image que votre NFT, mais en très très grand format et interactive. Donc, désolé, je voulais essayer de vous le montrer en même temps, mais j'ai pas réussi à le récupérer. Mais donc vous pouvez passer votre souris sur tel petit personnage qui, je sais pas, un Bitcoin en train de faire X ou Y, et vous voyez que ça correspond à, je sais pas, l'histoire, ah, le Bitcoin a cassé la TH ou des trucs comme ça. Et ça, je trouvais ce côté assez. J'ai beaucoup aimé le concept en fait, parce que c'est une sorte d'œuvre qui fait le récap de l'année avec toute cette dimension interactive. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Mais c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec de l'unlockable sur la NFT. Mm. Alors, après, oui, en effet, on retombe dans les thématiques VR Champions. Il faut tout un système derrière si tu veux t'assurer que y a pas, les gens ne se partagent pas le lien à tout va. Là, en l'occurrence, j'ai pas audité comment ça se passe sur ce NFT-là. On va dire, ce serait marrant si j'arrive à choper le lien, mais là, OpenSea est en PLS de l'autre côté. Euh, mais en soi, oui, si par exemple, ils n'ont pas bien fait leur travail côté Cointelegraph, potentiellement, je vous mets le lien dans le chat là et tout le monde peut aller voir le truc. Dans ce cas-là, ça perd un peu Mm. de son intérêt en effet. Comme toujours, c'est une question de possibilité et puis après de faire en sorte que ça marche correctement. Alors, pourquoi il est en PLS, mon petit OpenSea là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, tant pis. Je crois que ce Mais sera. j'avoue que le côté exclusive content est quand même super intéressant parce que ça ouvre encore d'autres possibilités, quoi. Oui, c'est ça.
Alors, attends, j'arrive à avoir les activities, mais pas les offres. Peut-être si je descends beaucoup, je vais retrouver mon fameux. Je crois que je commence à avoir. Ah, voilà, j'avais. Ah. Donc, j'ai retrouvé l'œuvre. Je vous la mets déjà. Hop, je vous la mets dans le chat. Et je vais essayer de re-unlock le content et de vous mettre le lien dans le chat. Donc, on va faire une expérience en même temps. Donc, on va faire une expérience de voir est-ce qu'ils ont bien fait leur taf, les gars. En gros, est-ce que vous devez être connecté avec un wallet qui possède le NFT pour pouvoir voir le contenu unlockable, ou alors est-ce que c'est juste un lien. Et dans ce cas-là, bah, désolé pour eux, hein, tant pis, ils avaient qu'à bien faire leur taf. Et moi, ça ne me dérange pas de partager ça avec vous. Je ne suis pas non plus pour le côté exclusif, exclusif. Alors, où est-ce que ça s'unlock le content? Je ne sais même plus. C'est en haut à droite, je crois. Faut remettre ton micro, Brice. Il y a un problème de micro? Hum, Moi, je t'entends. bon, après, c'est bon. On one, ok. Ah, j'étais un peu loin du micro, c'est peut-être pour ça, pendant que je regardais à côté. Euh, donc là, j'ai le NFT, je suis sur OpenSea, et à transfer, refresh metadata, c'était print share. J'arrive même plus à voir où c'était que je t'avais le. Bah, zut, zut. On est combien ce soir? 67 personnes? C'est pas mal, Ouais, ça va, c'est sympa. c'est cool. Bon, je reconnais quelques-uns de noms que je vois un petit peu dans des discords à droite à gauche. Ouais, ouais. Et non, et vous avez des très bonnes idées. En effet, dans le chat, j'ai vu passer Filecoin, SIA, Aleph. Oui, toutes ces solutions pourraient potentiellement être une partie de la solution ou la solution pour comment dire, bah, avoir ce stockage réellement à la hauteur de la chain, disons, pour référencer pour héberger les médias qui sont dans les NFT. Euh, Mm. Alors, ouais, bah, tant pis pour cette petite expérience. Désolé, Tu t'en sors pas? j'arrive pas à l'unlock, ouais, mais j'arrive pas à retrouver où l'unlock en fait. Et l'autre il est en PLS à côté. Ah, Mais moi, sur ton écran, je reste bloqué sur Twitter. Je vois pas. ah oui, oui, non, non, pardon, parce que j'ai un autre ordi à côté où je fais mes petites affaires. Ah, ok, Euh, d'accord. mais comment dire, bah, je peux vous le montrer au moins. C'est déjà ça sur l'écran, pour ceux qui n'ont pas forcément vu. Mais comment dire, je l'oublie pas ma petite expérience, ne vous en faites pas. Et probablement que la semaine prochaine, je viendrai un peu moins en slip avec le lien et je vous le lâcherai dans le chat et on pourra en effet vérifier si ils ont fait leur taf ou pas. Et il est encore en vente d'ailleurs apparemment. Bon, bah, Je vois qu'il y a un peu des questions qui arrivent là dans le Twitch. alors vas-y, hein, n'hésite pas si tu en prends une. Alors, il y a une bonne question que j'ai vue tout à l'heure. Attends, peut-être déjà une question pour toi qui est parfaite, Nico. Quelqu'un qui Vas-y. demande comment créer un NFT, est-ce que c'est complexe? Euh, L'aspect technique, blockchain, pas vraiment, parce que du coup, Rarible ou OpenSea nous facilite quand même pas mal la tâche. Après, l'aspect graphique, complexe, oui et non. En fait, ça dépend ce que tu veux faire, parce que un NFT qui peut fonctionner, qui peut bien se vendre, n'est pas forcément un NFT qui va être compliqué à réaliser. Ça peut être après de la 3D, ça peut être du pixel art, comme ça peut être de la simple image, de la retouche photo, ça peut être vraiment plein de choses. Donc compliqué à réaliser, ça dépend ce que tu veux faire toi en fait. Bon, je sais pas ce que qui c'est qui m'a posé la question, j'ai pas vu. C'est C'est déjà Dilo Dilao 92. 92. Bon, si t'as des compétences déjà spécifiques en amont ou pas, euh, ça dépend un peu de tout ça en fait. Si t'as un projet par exemple, parce que t'as des envies, mais en tout cas techniquement parlant, avec la blockchain, c'est pas complexe. Alors ça coûte un petit peu cher en ce moment de mint quelque chose sur Rarible avec les gaz Ether, donc ça peut monter assez haut. Donc dans le cas-là, il faut si tu vends pas, du coup tu es limite à perte parce que du coup tu auras dépensé 40, 50, 70 dollars juste pour mint ton NFT quoi. Il y a un peu cette contrainte-là actuelle où ça peut vite revenir cher et tu sais pas encore si tu vas vendre, donc c'est un peu complexe. C'est pas impossible en soi.
On a une autre question qui était assez sympa, je trouve. NoFomo, qui nous parlait d'un groupe de potes qui font de la musique et qui souhaitent déployer du contenu musical sur la blockchain. Alors, existe-t-il des solutions? J'en ai vu passer quelques-unes, mais je suis sûr que dans le chat, vous allez être au taquet. Donc, n'hésitez pas à lui mettre des trucs. Mais en soi, Bah, il y oui. a, Vas-y, bah, vas-y, attends. en soi, oui, justement, avec le côté exclusive contents, où du coup, tu peux donner accès à l'album, ou même, du coup, si la personne a ce NFT, du coup, a une valeur dans la blockchain, et peut-être lui faire arriver des contenus exclusifs ou d'autres choses plus tard, parce qu'il hold, en fait, ce NFT en question. Donc, c'est une possibilité. Et puis après, il y a même la possibilité. Alors, je sais plus, je crois qu'il y avait un projet qui s'appelait Audio ou autre qui vendait. Ah, il y avait même un truc qui faisait de l'art génératif sonore NFT. Le nom me revient plus. Mais en soi, voilà, comprenez bien que le type de média associé à un NFT peut être n'importe quoi ou un mix de tout et n'importe quoi. Donc ça peut être des images, ça peut être des images animées, ça peut être des vidéos, ça peut être du son, ça peut être un peu tout ça ensemble, une vidéo. Ça peut être aussi un modèle 3D, comme on le disait dans le chat. Et ça va Ouais. être très intéressant potentiellement pour les fameux NFT qui représentent des objets dans des jeux. Et ça peut vraiment être aussi un ensemble de tout ça, hein. Donc c'est-à-dire, en Moi, poussant un peu la logique, la fameuse de l'eau, là, c'est un GIF, mais mettons que le créateur, il était déjà un peu pensé dans le futur, et qu'il avait associé ça aussi à un modèle 3D qui serait après mobilisable dans un jeu, des choses comme ça. On peut même après envisager qu'il y a des trucs qui te génèrent des modèles 3D depuis les images des NFT. Voilà. ça peut aller loin, hein, ça qui est ouf. Apparemment, il y a un groupe de rock qui a sorti un NFT qui offre un accès à tous les concerts à vie. C'est quoi le Ah groupe oui, de rock? comment il Ça s'appelait? m'intrigue. J'ai vu passer The quelque chose, je sais plus quoi là. Ah, n'hésite pas à le mettre dans le chat, Punching Golf. Et merci d'ailleurs pour tes contributions ce soir, hein. T'es au taquet, comme d'hab. Ça fait plaisir. J'avoue, ça, j'ai pas entendu ce truc-là, mais ça m'intéresse. Donc, je suis en plus très rock, ça me parle. King of Lion, c'est Ah, ça. King of Lion, ok, Bien vu, VR d'accord. champion. Bah, déjà, mais ça qui a raison, c'est que du coup, maintenant, en fait, un peu d'autres gens qui sont pas forcément axés crypto commencent aussi à se mettre dans ça, dans les NFT, et c'est ça qui, je pense, est fou et qui va encore plus se démocratiser dans les prochains temps. Oui, tout à fait. Alors, pour revenir un peu sur la question du stockage du média, ouais, le résumé que tu fais, Julien, c'est plutôt, ça me semble pertinent, ouais. Donc, en effet, stocker directement dans le smart contract, déjà, je sais même pas si ça doit être techniquement faisable, mais ça va coûter tellement une blinde parce que le moindre slot de données coûte assez cher. Euh, donc, c'est pas envisageable, en fait, hein. Euh, Après, il y a bien sûr la logique de stocker sur l'IPFS, mais là, il y a tout le problème de comment tu références vers cette œuvre et est-ce que c'est vraiment pérenne la manière dont tu installes ça là-dessus. Et après, bien sûr, il y a l'horreur absolue qui est juste bah, de mettre un lien quoi, sur un serveur centralisé. Là, je crois qu'il y a quand même assez peu de gens qui osent abuser jusqu'à ce point. Ils ont au moins un référencement IPFS, parfois un peu mal foutu, mais voilà quoi. Mm. Du coup, c'est vrai qu'on a pas mal parlé de NFT dans tous les sens. Alors, on va peut-être prendre encore quelques questions, mais j'aimerais aussi bah, parler un peu plus de ta démarche, Baxi, et peut-être après si tu peux nous dire des choses sur bah, alors les projets que tu as en cours, je crois c'était un peu compliqué, mais voilà, Je un peux peu en plus parler ton un approche petit peu, mais pas trop, quoi. euh, Et après, par contre, on a oublié d'aborder un dis-moi. élément des NFT qui, je pense, est assez important. C'est un truc qui moi, me plaît pas mal. On en a parlé avant de commencer live, c'est NBA Top Shot. Je pense que tout le monde en a entendu parler ces derniers temps. Et ce là, c'est en train de faire un truc complètement de dingue. Alors, je sais pas si les gens du chat en ont entendu parler, mais bah, tu connais un petit peu ou pas? Voilà, moi j'ai suivi vraiment de loin, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de cette logique-là, j'ai envie de dire, tout le fantasy football et tout ça qui commence à arriver aussi en NFT. Et même en C'est- fait, il y a une approche qui est un petit peu différente au niveau du NFT. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est que tu vas avoir en fait chez eux les NFT, ça s'appelle des moments. Et en fait, ça reprend un peu la saison de NBA en ce moment aux USA. Et du coup, tu vas pas acheter un NFT spécifique, mais tu vas acheter un paquet, comme quand tu achetais des paquets de cartes Dragon Ball ou de cartes Magic ou de bon cartes vieux temps. cartes Pokémon.
Et en fait, tu achètes un paquet avec dedans plusieurs NFT, donc plusieurs moments, et tu sais pas en fait ce que tu vas avoir dedans. Et, euh, et, euh, et en fait, tu as un moment, par exemple, de LeBron James qui fait un dunk, par exemple, que ce moment-là est disponible en, je sais pas, on va dire 6000 exemplaires. Et en fait, quand tu le reçois, tu vas pas recevoir ce moment-là juste, mais chaque moment sont numérotés. Donc, tu as le moment numéro un, le 2, le 3, jusqu'au moment numéro 6000. Et en fait, le moment numéro un va valoir beaucoup plus que le moment numéro 3222. Parce que du coup, c'est le premier qui a été imprimé, entre guillemets. Et du coup, c'est le truc-là, c'est une approche un peu différente des NFT. Et ça prend une ampleur, mais complètement démesurée. Il y a des moments de NBA, du coup, qui ont été vendus à des prix complètement fous. Et, euh, et c'est juste pour réussir à avoir un paquet. J'ai déjà essayé, alors j'en ai déjà réussi à en avoir un, donc ça, c'est plutôt cool. Mais pour réussir à en avoir d'autres, c'est file d'attente, et pour l'instant, j'ai jamais réussi. Tellement il y a de monde, ils sont tous sold out. La dernière fois, il y avait 60 000 paquets à C'est disposition. celui-là qui est J'ai sur pas Flow? réussi à en avoir. C'est sur Flow, ouais. Ouais, il n'y avait pas eu une histoire que c'était un peu dur de sortir de là, quoi. Il y avait des gars qui avaient essayé de vendre leurs œuvres, revendre leurs trucs, et en gros, c'était pas vraiment. Je sais plus si c'était celui-là ou un autre projet sur Flow, pardon, mais. Non, parce que bah moi j'ai eu un paquet, j'ai mis les trois en vente, ils ont été vendus en 3 minutes les trois. Donc. Ouais, d'accord. Ok. Non, je savais plus exactement, mais je me souviens qu'il y a un projet de NFT sur Flow, mais c'était pas un problème dû à Flow, hein, qu'on soit clair. C'était un problème du Ouais. projet en lui-même où les gars c'était nawak. Il y avait une personne qui avait essayé qui avait contacté le fondateur, et le fondateur lui avait dit littéralement, écoute, moi je te donne des dollars et je te reprends tes NFT et tu dégages, mais j'en ai rien à foutre, tu vois. Et la réponse était un peu, mais voilà. Je pense pas que ce soit une NBA Top Shot, ça m'étonnerait. Non, ça m'étonnerait aussi vu l'ampleur qu'a pris le truc. J'essaierai de vous Ouais. retrouver ça parce que j'aime pas trop citer des trucs sans sourcer. Mais ouais, on va retrouver. Attends, oui, dans le chat, on nous disait Sorare pour le côté fantasy football un peu. Donc à un haut C'est un français niveau. en plus d'ailleurs, Oui, c'est vrai. Soirée. J'avais découvert ça dans un meet-up à Londres, moi, où en effet, en fait, c'est ça, vous possédez des joueurs, ils peuvent donc différents niveaux de rareté, saison, tout ça. Et après, vous pouvez faire un peu des matchs comme du football manager, mais un peu, mais avec toute cette logique donc, dont on discutait tout le long de l'émission. Vous possédez réellement vos objets, la transparence, et ainsi de suite. Ouais. Avec Sorare, tu participes à des championnats avec des gains en Ether. C'est un peu un mix entre les caractéristiques de la carte et les performances live des joueurs dans les matchs réels. Et les cartes évoluent quand on joue. Ah, Ouais, ça c'est c'est trop bien. chouette. C'est vrai qu'on a, C'est vraiment ouais, gamifié, quoi. c'est ça. On a oublié le côté que, notamment les NFT Engine 1155, ils sont extrêmement modulables et ils peuvent supporter tout à fait des choses du style un NFT qui évolue, voilà, il représente, je sais pas, un personnage dans un jeu ou autre. Au fur et à mesure de ces éléments, de ce qui lui arrive, de ce que vous faites avec, il gagne ou perd des attributs, modifie des paramètres. Tout ça, c'est parfaitement, encore une fois, totalement programmable dans tous les sens, quoi. Alors, il y a une très bonne question de Sainte Meumeu qui parle des questions des droits d'auteur et un peu de copie. Euh, en fait, dans le cadre de la copie, si tu achètes un NFT qui a été copié, bah, tu achètes vraiment une copie, c'est pas l'original, donc il mérite pas d'avoir la valeur qu'il devrait avoir, parce que du coup, c'est un faux. C'est un peu comme si tu achetais un tableau de je sais pas quel artiste qui en fait qui était ouais, un faux et pas l'original. Et pour les droits d'auteur, bah du coup, ouais, ça faut vérifier en fait quand moi, je sais que quand je regarde un petit peu sur ces plateformes, surtout sur Rarible, je pense que ce qui est important, c'est de vérifier que l'artiste a une page Twitter, est présent et que c'est pas juste un compte lambda sans nom et juste une adresse Ether de quelqu'un qui a posté un truc, parce que potentiellement, effectivement, tu peux peut-être tomber sur quelque chose qui a été falsifié. Alors, je sais pas si je Ouais, réponds à ta question, ça te me meut, mais voilà. non, mais c'est top parce que tu touches bien aussi le côté, c'est quand même le côté communautaire et tout ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment toute la notion de l'histoire de l'artiste, vous pouvez aller voir ce qu'il a fait avant, vous pouvez voir si c'est un gars qui a été établi, et ainsi de suite. Et ça, c'est important aussi. Et ça vous permet d'éviter peut-être éviter, un conseil pour les petits nouveaux des NFT, éviter d'acheter les premières œuvres des artistes, à moins qu'ils soient validés, que vous ayez pu voir le Twitter et tout ça. Je veux pas nuire aux artistes débutants, mais c'est juste que, en fait, vous prenez plus de risques si vous êtes
potentiellement le premier à acheter sur un artiste donné, alors que si vous choisissez des artistes qui ont déjà quand même, qui sont un peu établis de manière ou d'une autre, c'est déjà un peu plus fiable d'une certaine manière. Je sais pas forcément le bon mot, mais vous Ouais, bon, comprenez ce que je c'est veux dire. toujours un petit peu limite parce que tu auras jamais vraiment de certitude et je pense qu'à partir du moment où tu as un artiste qui a un petit peu une communauté, forcément, bah, tu te dis bon, c'est quand même un peu plus safe que quelqu'un qui a sa page Rarible où il y a marqué 0xDAE et on n'en sait pas plus. Euh, En vrai, le côté vérifié sur Rarible, le petit picto jaune, ça veut un peu tout et rien dire parce que pour être vérifié sur Rarible, bon, maintenant c'est un petit peu plus contrôlé, mais en fait, en ce moment, il faut envoyer en fait un, un travail un peu work in progress où tu montres que tu es en train de faire pour pouvoir être vérifié. Alors que en octobre, septembre, octobre, il fallait juste envoyer un message et 15 jours après, tu étais vérifié. Top, ouais. Ah, franchement, vous faites plaisir dans le chat, c'est cool, c'est très interactif, vous avez plein de bons commentaires, j'essaie un peu de remonter ce qui est pertinent. Et Qu'est-ce qu'il se dit de beau? ouais, non, par exemple, je vous ai montré là en lien, il y a quelqu'un qui a partagé un lien Twitter de donc Infinite Object, je crois que c'est une sorte de cadre pour visionner C'est un vos cadre, ouais. NFT. Voilà. Mm. Et là, il le montre avec le NBA Top Shot, où vous pouvez voir un peu bah donc votre fameux NFT, ses attributs et le moment. Enfin, c'est génial parce que donc vous voyez le moment qui correspond au NFT sur le recto, disons, et le verso Mm. correspond aux attributs bah, de ce NFT avec le QR code et tout ça. Ouais, c'est trop bien. Hmm. Deux mots Pour sur moi, Real. NBA, Ouais, vas-y, Realty, c'est pas vraiment c'est des ça. NFT, on peut en Alors, parler, mais il y a eu des NFT avec Realty, mais en Realty en soi, c'est un peu autre chose. mm. Bah, j'ai fait un NFT pour eux, donc ça, on l'a vu au début. Pour moi, c'est un projet que j'adore, hein. Je trouve le principe trop bien de pouvoir faire ça, mais Ouais, non, c'est. comme question. Alors c'est vrai qu'il y avait toute la question de un peu, ça c'est une question intéressante en effet, le côté qu'est-ce qui se passe si en fait je prends ta question à haut niveau, Sainte-Neumeu qui nous posait ça par rapport aux skins aux personnages de League of Legends, mais en gros qu'est-ce qui se passe si, voilà pour vous faire un exemple simple, moi Brice un rando qui ne suis pas un artiste arrive et je sais pas, je prends un travail fait par un artiste du monde normal et hop je lance un NFT avec son truc, et qu'est-ce qui se passe côté droit d'auteur et tout ça, quoi. Si en gros je pille le travail de quelqu'un, bon, je le ferai pas, mais Bah, quelqu'un pille le travail de quelqu'un pour un NFT. bah, c'est déjà arrivé. Moi, il y a un artiste NFT, enfin, pas forcément NFT à la base, que j'adore, qui se fait, c'est Billy, attends, j'ai trop trouvé le nom, qui justement est en train de se faire un petit peu voler des choses et bon après les gens reportent parce que c'est quelqu'un qui est assez connu et ah, c'est quoi le nom? Et du coup après bah c'est aussi au bon vouloir de la communauté de faire comprendre que c'est faux et du coup les gens se font ban automatiquement quoi. Donc là, sur le Brave, je vous montre un peu Sorare, on en a parlé, c'est donc du fantasy football. Vous avez un peu de détails dans le chat. Je ne vais pas m'aventurer à vous en dire plus que ça parce que j'ai pas beaucoup de connaissances. Mais voilà, c'est un peu, ça fait partie aussi de ce qu'on peut faire avec des NFT. Euh, c'est vrai que c'est un truc où nous en Europe, on n'est pas forcément, bon, je dis ouais, fantasy football, tout ça. Il faut être conscient qu'aux US, ils pètent la tête là-dessus, hein. Ils sont tous à faire leur petit fantasy football dans leur coin, d'entreprise, entre collègues, entre amis, entre cousins, entre machins. Donc avoir un truc comme ça, c'est important aussi, hein. Mm. Ouais, c'est vrai qu'après, il y a la question, qu'est-ce qui se passe si on fait des NFT avec un tableau de Picasso ou de Dali, par exemple? Euh, ben, on rejoint après le point qu'on disait, où une grande partie du NFT vient de son histoire, tu vois. Donc, Mm. bon, ils sont morts tous les deux, mais si, tu vois, si c'est l'artiste lui-même qui vient et qui fait le NFT, et si c'est juste Brice Carré qui prend son rêve et qui fait un NFT qui est le même en soi, en termes de visuel, mais justement, non, c'est pas le même. Parce que une partie du NFT, c'est qui l'a créé, toute son histoire et blablabla. Et donc, du coup, le mien, il vaudra probablement rien, parce que personne ne voudra l'acheter. Et celui fait réellement par l'artiste, il a plus de chances d'arriver à un consensus qui va lui faire avoir une valeur Bah, non nulle sur le marché, quoi. encore une fois, c'est pas un original quoi. C'est ça. Alors après, cette notion d'original, c'est vrai que
Bah tiens, c'est un bon approfondissement, je vais vous le mettre dans le chat, mais on n'a pas forcément le temps de le creuser. Mais il y a toute cette idée du bateau de Thésée, qui est en fait la question de, ok, bon, Thésée, il a son bateau, il est content. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je change euh, une planche de poids de bateau, puis une autre, puis une autre, puis une autre? À partir de quel moment c'est plus le bateau de Thésée, quoi? Est-ce que c'est quand j'ai changé toutes les planches? Est-ce que c'est quand j'en ai changé plus de la moitié? Et ça, en fait, c'est vraiment une expérience de pensée que vous êtes plus à réfléchir sur euh, qu'est-ce qui fait l'originalité, pas dans le sens, oh, c'est un original, mais c'est l'œuvre originale d'une œuvre. Euh, donc ça, on va en parler, bien sûr, ça fait partie de mes réflexions, mais moi, je suis encore un peu, je sais pas trop où me placer là-dessus, mais on va y venir. Franchement, moi, je veux réfléchir de tout ça avec vous. Je suis aussi en train de tester des modèles de pricing sur les NFT ou des choses comme ça, donc ça, on va en parler aussi. Vous inquiétez pas, on va faire plein de trucs. Et en fait, les expériences ont déjà commencé, puisque bon, là, je vous le dis entre nous, mais sur la fameuse de l'eau de 88 mph, en fait, si j'ai snappé un quart du supply et que je fais cette distribution-là, c'est aussi pour tester une hypothèse sur le prix des NFT. Euh, donc voilà, je ne peux pas être tellement plus explicite que ça, mais vous inquiétez pas, l'idée c'est que ça soit un peu interactif, qu'on fasse plein de trucs et qu'on essaie de réfléchir ensemble, parce que moi en fait, je découvre, et disons la chance que j'ai moi, c'est que ben, je peux prendre un gars comme Nico et lui dire salut, t'es dispo pour papoter, et bah, il va probablement me dire oui, et je suis conscient que c'est pas forcément le cas et que tu peux pas faire ça avec tout le monde qui vient te voir, et donc l'idée c'est un peu de partager aussi, de découvrir avec vous et avec des gens impliqués dans ce milieu-là, ensemble de réfléchir dessus et de comprendre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là, quoi. Ouais, grave. À fond. Je sais pas si les Alors, gens, du coup, je suis un peu les questions sur mon téléphone à côté pour voir ce que les gens disent. alors que oui, c'est vrai, il y a l'histoire du NFT de Banksy là, qui était assez intéressante aussi. Euh, et Ouais. ouais, c'est pas mal. C'est vrai que je voulais. Je sais pas si on va faire. Si on va pour la première, on va faire gagner un petit NFT quand même. Alors, Mais ça va. j'aurais bien fait gagner un des miens, mais tout est en cours, malheureusement. Bon, ça n'empêche pas que ça puisse arriver pour un prochain live, avec plaisir. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en jeu? Peut-être un petit Kryptonia. Petit Kryptonia. J'ai acheté des trucs parfois. Je commence à arriver au stade où il y a là. Bon, par exemple, voilà, j'ai acheté 4 Kryptonia Cosmos. Je sais pas pourquoi. Cosmos, quoi. Mais Et, après, sinon, une petite envie d'un coup. c'est ça, une petite erreur de parcours. J'ai glissé sur le bouton. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, pour le reste, je suis assez content du début de collection. Je les aime même peut-être un peu trop pour partager. Non, là, c'est un arqué. On va le garder pour quand je recevrai arqué. Voyons voir. Les deux lots, on est en court supply. Non, je pensais peut-être vous donner un de ceux-là, mettre un comme ça en jeu. Donc là, il y a un petit bid, mais il valent quand même un peu plus que ça. Mais c'est surtout, je trouvais que par rapport à la discussion qu'on a eue, c'est intéressant cette œuvre, puisqu'elle est vraiment, elle s'attaque directement à ça. Donc je vais vous mettre le détail dans le chat. Je sais pas si elle vous parle. Euh, Sans doute un peu moins que la Delo, mais on peut pas mettre des Delo à chaque fois en jeu, hein. Euh, mais voilà. Alors après, je sais pas comment on va la mettre en jeu. D'ailleurs, au passage, j'en profite, je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai commencé à mettre des petits VIP pour les gars qui sont les gens qui participent beaucoup dans le chat, qui sont pertinents. Euh, bon, il y en a quelques-uns que j'ai noté que je ferai après l'émission et j'ai pas eu le temps. Euh, mais voilà, tout comme ça. Après, il y aura peut-être des tirages entre les VIP. À un moment donné, je me dis que ça peut être cool. Comme ça nous fait une sorte de truc un peu plus transparent pour comment on les alloue. J'ai toujours pas le bot de random, donc euh, donc ouais. Bon, je vais le faire sur un petit VIP tiré au sort, je pense, ou un truc comme ça. Ou juste, je regarde un peu. Mais il est cool celui-là. J'aime bien le côté un peu l'Inception de la boucle et tout. Je C'est trouve ça ça. marche bien. Ouais, non, c'est assez fluide. Et j'ai bien aimé la démarche, disons. Ouais. Euh, Collection de tulipes. C'est le Moobot, ouais, ouais, je sais, il faut que je le mette, le Moobot, désolé, j'ai déconné. Ça traîne, ça fait une semaine depuis que je me suis lancé sur Twitch. Euh, que vous me dites Moobot, Moobot. Et j'ai toujours pas mis.
Après, il y a une question bon, qui était plus axée à toi, qui est posée par Zili. Voilà. Est-ce que tu as toujours aimé collectionner même avant l'apparition des NFT ou est-ce que tu collectionnes seulement depuis les NFT? De mon côté, hein, bon, il m'a pas que si à moi, mais je voulais en parler avant. Non, mais vas-y, Moi, clairement. de mon côté, moi, j'ai toujours été, je je pense que chez mes parents, je dois avoir une quantité de cartes Dragon Ball Z. J'ai mon classeur de la saison NBA de 96-97 que j'ai ramené ici. J'ai toujours été un dingue de ça, pas Panini Football parce que je suis pas trop fan de foot, mais Dragon Ball, les cartes Magic aussi, je sais pas si tu te rappelles de ça. Je jouais à ça quand j'étais ado, et moi j'ai toujours adoré avoir ça. Ou quand j'ai acheté mon paquet, tu vois, un peu le truc où tu ouvres ton paquet, tu sais pas ce que tu vas avoir, et le plaisir de voir quand tu reçois une carte un petit peu pimpée avec genre elle est brillante ou un petit effet Ah, 3D les et tout. rares et tout, ouais. Dans ma tête, quand j'étais ado, j'étais ça, j'étais comme un fou. Je pense que j'ai dépensé tout mon argent là-dedans et en NBA, je recevais une carte Michael Jordan. Dans ma tête, j'étais comme un fou, quoi. Alors, ah putain, c'est pas ça. Donc toi, je sais pas de ton côté si tu étais collectionneur de ce genre de choses-là. Ouais, alors moi, un peu moins bourrin que toi, ça sert à rien de spammer à vie sur quelque chose, on te répondra pas plus. Euh, en Grex, ou je sais pas quoi là, bref. Donc moi, quand j'étais jeune, un peu moins, disons que oui, j'avais un petit appétit pour les Pokémon et des trucs comme ça. Il y avait des Pogs, il y avait des billes, des choses comme ça, j'aimais bien. Mais ça m'est venu peut-être un peu plus tard. C'est vrai que dans les jeux, par exemple, où je jouais pas mal au MMO quand j'étais plus jeune. Dark Age of Camelot, notamment, Lineage 2, des choses comme ça. Et là, j'avais un petit côté collectionneur là-dedans aussi, où il y a vraiment des trucs où, par exemple, j'ai farmé des heures, des centaines d'heures pour avoir un truc qui en soi n'était pas spécialement puissant, tu vois, mais parce que je le voulais pour avoir la classe et parce que je savais qu'il n'y avait pas Tu beaucoup voulais de monde qui l'avoir, l'avait. quoi. C'est ça, je voulais me promener en ville, dans la cathédrale, tu vois, avec cette armure, avec cette épée. Il y avait ce côté-là déjà, je pense que j'avais déjà un peu la fibre, quoi. Tiens, il y a quelqu'un qui Ouais, dit collectionne les tableaux italiens de la villa Assassin's Creed 2. Ben voilà, ce genre de truc-là, tu vois. C'est un exactement, ouais. peu. Mais du coup, j'ai pris en pleine face aussi le fait que bah, c'était pas mes objets, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, moi, notamment, je jouais sur des serveurs privés Lineage 2 à un moment donné, et bah, les serveurs ont fermé, quoi. Oupsie. Du coup, Après, ce qui est MLGP, intéressant, c'est qu'il y c'est a, ça. il y a quelqu'un dans le chat qui parle des Kratos. Et en fait, les Kratos existent en NFT, une collection officielle. C'est sur la blockchain Wax, et ça s'appelle GPK. Du coup, j'ai acheté des paquets de Kratos il y a genre 2 mois, je crois. Et c'est une collection officielle où il y a différentes séries, série 1, série 2, et on retrouve en fait les Kratos de l'époque. Et franchement, c'est trop bien. Parce qu'il y a vraiment l'animation quand tu ouvres le paquet et tout, c'est vraiment trop bien. C'est génial. Ah, je connaissais pas du tout les Kratos. Euh, Ouais, c'était bien. Moi, c'était Nicolas Cadenas, je me rappelle, où le mec, il était attaché avec des cadenas de partout. Et du coup, là, ils le font en NFT du coup, sur la blockchain Wax. Donc, pour Fracos07, c'est lui qui posait la question. Ah, les livrets Panini, ça je connais pas. Mais c'est vrai que oui, en soi, il y a eu plein de collectibles avant. Mais à chaque fois, c'est les mêmes problèmes aussi, vous voyez. C'est-à-dire que bah, les cartes Pokémon, vous faites confiance à Niantic, je sais pas comment il s'appelle, ceux qui faisaient ça, Nintendo quoi, enfin, les sous-branches, pour, bah, quand ils vous disent qu'il y a 0,1% des cartes qui sont légendaires, bah, alors, soit vous achetez tout le supply et vous les comptez par vous-même, soit vous leur faites confiance. Bon, après, c'est vrai que si vous disent qu'il y a 0,1% de cartes légendaires et qu'en fait, tout le monde se rend compte qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus que ça va être assez évident. Mais il y a quand même ce côté, vous voyez aussi bien le côté confiance, manque de transparence, des choses comme ça. Et c'est pour ça, je pense qu'en fait, les NFT, ça prend autant. Parce qu'en fait, les collectibles, c'est le monde entier est fait de collectibles, quoi, si on y pense. Tout le monde collectionne à peu près tout et n'importe quoi. Et ça m'étonne pas du tout de voir cette logique arriver sur les blockchains aussi, quoi. Complètement. Moi, après, juste par rapport au Kratos et tout ça, sur la blockchain Wax, ils ont sorti une collection Street Fighter 2. Street Fighter, pardon. Moi, je suis un grand fan de Street Fighter,
de rétro gaming parce que c'était mon enfance. Et du coup, ils ont sorti ça où tu achètes des paquets, où tu reçois des cartes Ryu, Ken, Dalsim et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand tu vas acheter ton paquet, tu vas avoir 45 cartes, donc tu vas avoir plusieurs fois la même. Et du coup, tu peux mixer 5 cartes Chun-Li ensemble pour Mhm. avoir une autre carte Chun-Li un peu plus puissante. Ah, ça c'est top. Ouais, ok, le côté du steak, un peu comme dans C'est les ça. jeux, je sais plus comment ils appellent ça, mais tu sais, des jeux, c'est très populaire sur téléphone et tout ça, euh, comment dire, vous summonez des personnages ou autres et vous invoquez, vous les assemblez pour faire des plus puissants. Je sais plus, c'est C'est un jeu exactement assez ça. connu. Alors, je sais Et plus. Bah, là, eux, sur Wax, ils appellent ça du blend. Du coup, tu mélanges plusieurs cartes entre elles pour en avoir une plus rare, tu vois, par exemple. ouais, c'est top. Euh, C'est super intéressant. Écoute, Nico, franchement, ça m'a fait plaisir de t'avoir ce soir pour lancer cette émission NFT. Je pense qu'on a eu un beau tour d'horizon et des bons petits débats. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi, je vais enchaîner avec un live chez Cryptost dans une dizaine de minutes. Donc, c'est pour ça que je vais prendre peut-être une petite pause de temps de bouffer un truc et de pas être trop en panique. Par contre, du coup, je vois qu'il est déjà live. Donc je me disais, pour essayer de voir, pour organiser mon tout premier raid, oh là là, attention, ça rentre dans les codes et tout ça. Si j'arrive à trouver le bouton, la commande, le machin, comme j'ai pas préparé. Euh, Bah, en tout cas, j'espère que ça a plu un petit peu aux 64 spectateurs et que ça a répondu un petit peu à des interrogations pour certains. Et n'hésitez pas après à poser des questions à côté. Et merci à Brice pour l'invitation. Bon, je suis pas Grand méga plaisir. habitué à faire ce genre de prestations, hein, mais bon. Euh, Euh, mais c'est toujours cool de pouvoir aussi être un peu proche de la communauté française et de pouvoir partager ça. Et n'hésitez pas, je fais un petit peu l'instant promo, à me suivre sur Twitter ou venir sur mon Discord où il se passe un petit peu des choses aussi. Et si pour d'autres qui ont des questions, n'hésitez pas à venir me parler. Y a pas de souci. Super. Et du coup, on va, comment dire? Donc ouais, ça, ce sera toutes les semaines. Et comment dire? Cette semaine, je pense qu'il n'y aura pas de sci-fi DeFi parce que ça demande quand même un peu plus de préparation. Et comme d'habitude, vous retrouvez les vidéos en replay. Si vous avez raté une partie, elles seront sur le YouTube DeFi France ou autre, ou peut-être pas pour les NFT. Je vais m'organiser pour qu'il y ait un replay, vous en faites pas. Et sinon, sur cette chaîne, on se retrouve donc au plus tard, s'il n'y a pas de live sauvage ou de marathon d'ici là, mardi soir prochain pour un live DeFi. Et là, je vous envoie donc sur Cryptost, où ils vont bien vous recevoir et vous garder au chaud pendant 10-15 minutes, le temps que j'aille m'avaler une assiette de pâtes et revenir pour la suite, où on parlera donc de DeFi. À bientôt. Bah, bon appétit à toi. Merci encore, Nico. Hop là, le raid est parti normalement. Et Ouais. alors, on me demande d'avoir dit, c'est à 19h. 19h. Ok, et je mets fin au stream.